on m'a proposé de jouer avec Federer. J'ai dit, oui, mais bien sûr, j'y vais. Et au moment, on m'a dit, bah, c'est le moment, là, tu vas faire des balles, et que je vois qu'il y a 60 personnes qui regardent sur le côté, je me suis dit, je vais pas faire de tennis. Je suis là, tu vois. Mais c'était excellent. J'ai passé un moment super, et le mec, il est ultra abordable, ultra gentil. En fait, mon objectif, c'est de faire champion de France, donc faut que je puisse, quand j'arrive au compète, en tout cas, croire en moi à 100% et me dire que même si mes adversaires sont forts, je suis capable d'être meilleur. C'est mon premier contrat avec Dior, Dior Beauty, pour la collection de parfums sauvages, euh, qui était un de mes premiers contrats qui était mieux rémunéré que le salaire que j'avais, mais c'était aux alentours des 100 000 euros. J'ai fait les Coupes du Monde de gravel et j'ai fait les championnats du monde de gravel en octobre 2004. Franchement, j'ai passé une bonne année et demie de galère, je pense, derrière la clé pour retrouver des ambitions côté pro, de l'envie côté sport et autres. Voilà. Mais ce que je peux partager, qu'appeler à des marques, appeler à des agences, et du coup, je gagne ma vie comme ça. Et en fait, je m'auto-sponsorise en sport sans pour autant, là, à l'heure actuelle, avoir fait des performances sur les dernières années. Dernièrement, c'est parce que j'ai fait l'erreur, si on peut dire ça comme ça, de retourner faire une séance d'athlé. Je me suis dit, putain, c'est cool quand même. Ça manque un peu. Et du coup, là, depuis 2 semaines, j'arrête pas d'en enchaîner. J'ai repris une licence et c'est parti, quoi. Bienvenue dans Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes français. J'ai fait une petite pause pendant l'été, le temps de m'acclimater à mon nouvel environnement ici aux États-Unis. Je reviens aujourd'hui avec des idées plein la tête et un invité spécial. Il se nomme Valentin Charles, ancien décathlonien de haut niveau, champion de France indoor 2022 sur l'heptathlon et aujourd'hui créateur de contenu qui cartonne sur les réseaux. On va plonger dans son parcours sur la piste, de ses meilleurs souvenirs en tant qu'athlète, mais aussi explorer comment les réseaux sociaux peuvent influencer la carrière d'un athlète, attirer des partenaires, inspirer les autres et même ouvrir des portes inattendues. Restez bien jusqu'à la fin, Valentin nous partagera ses meilleurs conseils pour débuter sur les réseaux. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bonne écoute. Ouais, Tac. Valentin, je suis trop content de t'avoir. Ça fait Plaisir plaisir, partagé. c'est un moment qu'on s'est pas vu. Vraiment. Je sais même pas quand est-ce que. Si, je sais. La dernière fois, on s'est croisés, mec, à la gare à Paris, Montparnasse. Je sais pas si tu te Exact. souviens. Mais ça fait longtemps, par contre, hein, ça fait des années. Tu partais à Milan, je crois. Donc Tu partais, ça va faire 2 ans au moins, ouais, je exactement. pense. Tu Et je pense partais que à la la fois Fashion Week d'avant, à ça devait Milan, être c'est ça? les élites à Angers. Ouais, sur la piste et les élites à Angers, Hmm, effectivement. c'est ça. Ça commence à dater. Je suis content de t'avoir sur ce podcast. Euh, Ça va être un podcast différent de ceux que j'ai pu enregistrer par le passé, parce que tu as une double casquette d'athlète et j'appelle ça influenceur, mais je sais pas comment tu veux qu'on appelle ça, mais Si, c'est le genre terme générique, non, influenceur, créateur de créateur de contenu, ouais. contenu. Parce que influenceur, ça peut être un peu péjoratif, tu vois, mais créateur de contenu, on va C'est dire. ça. C'est plus relié à Et télé-réalité, mais ouais, c'est ça, c'est voilà. ça. Créateur de contenu, ça fait longtemps, je crois, que tu es créateur de contenu d'ailleurs, mais tu t'es bien développé ces Euh, derniers temps. ouais, ça fait. Je pense que j'ai eu mes premiers contrats rémunérés il y a peut-être 4 ans maintenant de ça. Et Ok, par contre, j'en vis et je fais que ça que depuis maintenant bientôt 2 ans, depuis décembre 2023. ok. Ça a vraiment Bah mis 2 ans écoute, à se lancer, on quoi. va, on va commencer par là. Je te propose que tu nous racontes, enfin que tu te présentes un petit peu pour, euh, pour nos auditeurs et que tu nous racontes bah, d'où tu viens, euh, où est-ce que tu as grandi, avec quel entourage familial Yes. et pourquoi tu en es venu à faire du DK et à transitionner après peut-être vers tout ça, quoi. Et ben, du coup, c'est parti. Donc, Valentin Charles, 28 ans depuis peu. Si on peut dire ça comme ça, ex-décathlète, ex-athlète, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis les pointes. Mais j'ai grandi en Bretagne. Je viens des Côtes d'Armor précisément, mais j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Laillé, à côté de Rennes. J'y suis depuis 2001 ou 2002, je crois, donc depuis mes 3, 4 ans. Et j'ai fait pas mal de sport avant de partir à l'athlé. Enfin, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo, j'ai fait du foot pas très longtemps, c'était pas trop mon truc. Euh, je me mettais au goal parce que je me faisais un peu chier sur le terrain. Et après, j'ai testé l'athlé, je pense en école d'athlé. En école d'athlé, je crois que j'ai fait une année en 2006 dans un club, un petit club à côté de chez moi. J'ai fini par stopper. Je sais plus ce que j'ai fait entre ces 2 années où j'ai rien fait.
Et j'ai repris après parce que j'avais un pote à moi qui était du coup de la même ville que moi qui s'était mis à l'athlé et je le suivais un peu partout donc j'étais parti à l'athlé faire ça avec lui. Et l'athlé j'ai commencé avec course de fond, les crosses, course sur route surtout, pas trop sur Ah, piste. je savais pas ça. Ouais, dans un petit club qui s'appelle la ville de Bru donc qui est vraiment c'est quoi, c'est à 5 minutes de voiture de chez moi encore là. Et pendant des années j'ai fait ça du coup c'était vraiment course de fond, course de fond, course de fond et je suis passé un moment à partir de Benjamin on a eu pas mal l'occasion de plus aller sur la piste, de tester différentes épreuves. Et j'étais un peu curieux de faire un peu tout. J'avais un coach qui était très cool à l'époque, qui s'appelait Laurent Ledem, qui nous a fait tous tester un peu n'importe quelle discipline de l'athlé. Hein. Je te disais, on faisait du sprint, on allait faire du trip, du lancer de disque, vraiment tout, tout, tout. Et bah, tu sais, quand on est Benjamin minime, c'est des triathlons. Mm. Donc j'ai commencé Ouais. par le triathlon et au moment où on est passé minime, du coup, on avait le choix entre triathlon et octathlon. Et j'ai commencé à faire des octathlons à ce moment-là. En fait, j'ai pas trop choisi où j'allais, juste tous mes potes faisaient ça et c'était parti. Je m'amusais à l'entraînement à faire plein de trucs. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, bah, après avoir fait octathlon, ça a découlé à partir de cadet, décathlon. À partir de Sur ce le moment-là, décathlon. j'en C'était ai quoi fait. tes épreuves du triathlon quand t'étais minime? C'était Je lesquelles du coup tes faisais, épreuves? je faisais le 1000, je faisais le 1000, les haies et la longueur souvent. Ou la hauteur. Ok. Ouais. C'était les trois épreuves que je prenais tout le temps. Il y avait toujours une course de fond dans l'histoire. Ouais. Et Ouais. puis bah après, bah ouais, c'est Ouais, ça, à t'as partir toujours été de bon. cadet, décathlon. Et jusqu'à Ok. espoir, non, senior 1 en 2022, et après juste après. Depuis. David était fort au décathlon parce que si je me trompe pas, t'as été en équipe de France jeune à partir de junior sur Mhm. des matchs. Ouais, junior 1. Junior 1, c'était, Junior 1. j'ai commencé par les championnats d'Europe. J'ai commencé par les championnats d'Europe à Eskilstuna, c'était 2015. C'était ma première sélection. Ouais. En vrai, je me suis toujours bien démerdé en athlé, mais j'ai vraiment eu une grosse progression entre mon année de KD2 et de junior 1. C'est là où ça a D'accord. commencé à être Ok. vraiment intéressant. Je faisais le championnat de France en cadet, mais j'étais loin des podiums. J'étais aux alentours de la 8-9e place à chaque fois, 6e, je crois, un truc comme ça. Mais jamais, même en nombre de points, j'étais pas près des podiums. J'ai vraiment eu un gros, passé un gros cap entre ouais, KD2 et Junior 1 sur le DK. Mais j'ai fait mon premier podium, si je dis pas de bêtises, au championnat de France, sur 400 mètres en épreuve individuelle. C'était en KD2. Ok. Même pas sur le DK. Je sais même plus si j'en ai fait un sur DK. Je suis pas sûr. Il y a moyen, mais KD2. KD1, c'est sûr que non. J'étais encore tout petit, Ok. tout frêle. C'était pas possible. Encore Ça un faisait boulot pas. fondu. Voilà, c'est ça. T'as mis Marrant. le fouillis dans l'âme. Et ok, tu rejoins le groupe de Filou Ouais. à Rennes. En quelle Ouais. année du coup? Je le rejoins en 2013. Hein, donc fin d'année 2012, donc je rentre au lycée. Donc septembre 2012, je rentre en section sport à Cesson, donc sport-études. Et je m'entraîne avec cette section pendant du coup, bah, les 3 ans du lycée, mais au bout de quasiment la fin de première année, je passe avec Philou pour m'entraîner. Donc je faisais un peu moins d'athlé avec la section et je commence à plus partir aux entraînements avec Philou et pour m'entraîner avec Max en spectacle qui était Ok. bah, mon coéquipier de club et puis même en équipe de France pendant pas mal d'années. Et du coup, ça faisait un groupe très sympa. Donc Filou, donc Philippe Yes. Geffrouet, Ouais, c'était exactement. c'était ton prof à Cesson au lycée? Celle-là été, en fait, je l'ai eu en entraîneur avant de l'avoir en prof. Je l'ai eu en entraîneur Ah, ok. pendant 2 ans avant de l'avoir en prof. Je l'ai eu en prof en terminale, je crois. Je l'ai eu en prof en terminale, Le c'était assez feu. drôle du coup. C'était assez animé Le comme cours. feu. Ah, tu m'étonnes, punaise. Qui prend sa retraite d'ailleurs cette année, C'est fait. Philippe. Il est à la retraite, C'est c'est bon, beau. depuis juin, je Ouais. crois, du coup. Il a passé le cap. Ouais, Ouais, depuis ouais. juin. Ah là Ça là. commence, ça Et passe j'adore. vite les années là. Ouais, grave. Donc tu finis par être champion de France élite Mm. de l'EPTA en 2022. Ouais, Et exactement. l'été, tu fais deuxième, non, troisième sur le 2021. DK, Ouais, l'été Angers. 2021. Ah, Angers. c'était, ok, Ouais, l'été d'avant. Ok, exactement. ah oui, l'été d'après, c'était à Bi. T'étais pas là en Ouais, 2022. non, j'avais pas. En fait, j'ai fait un cursus aux États-Unis en 2019. Et quand je suis Mhm. rentré des US, je prenais beaucoup moins de plaisir. Je m'étais un petit peu blessé au coude au javelot et j'avais pris la décision de stopper l'athlé. Donc j'ai stoppé l'athlé. Après, il y a le Covid qui arrivait et j'ai repris du coup l'athlé en février 2021. Février 2021, après ouais, une bonne année et demie de coupure où j'ai fait pas mal de vélo. Et du coup, l'objectif, c'était clair et net. Pour moi, je voulais faire champion de France élite sur l'état. C'était vraiment le titre qui me manquait parce que j'ai fait des deuxième places, des troisième places chez les jeunes, mais j'avais jamais été champion de France. Et c'est pour ça que je suis revenu à l'athlé. 2021, super motivé pour ça. Je pensais pas aller déjà sur les championnats de France élite de DK en 2021 parce que ça faisait avant mon premier DK, ça faisait 2 mois et demi que j'avais repris. Donc c'était un peu la surprise. Avec Philon, on s'est dit, je fais des DK comme ça pour
pour enchaîner, puis on verra bien ce qui se passe, et l'objectif c'est l'hiver prochain. Au final, c'est passé, donc on s'est vu en 2021 à Angers, qui s'est terminé avec une 3e place, je ne sais pas comment, mais très content, et du coup, bah ouais, 2022, et c'est là que je réalisais mon objectif principal, qui était d'être champion de France. Et après, malheureusement, où j'ai voulu continuer, et je m'étais fixé comme objectif de faire les championnats d'Europe en salle en 2023. Je me suis blessé pendant ma prépa en avril, du coup 2022, après ce titre. Douleur au niveau de l'aine, du psoas, on n'a jamais trouvé exactement ce que c'était. Et j'ai mis à peu entre 10 et 11 mois à pouvoir retrotter sans douleur. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à bosser à côté avec mes réseaux, j'ai switché, je suis parti un peu plus sur Paris, et du coup, j'ai fait le choix de ne pas reprendre l'athlé. D'accord, donc c'est vraiment cette transition qui t'a fait passer le cap de te dire j'arrête l'athlé Ouais. et de faire autre chose. Ouais, parce que du coup, je faisais, à part l'athlé, je faisais pas grand chose à côté. J'avais fini mes études, j'avais pas forcément beaucoup bossé avec. Quand j'avais bossé une petite année, mais un rythme qui est pas un rythme de travail classique. Quand j'étais encore chez mon père, j'avais pas besoin de bosser autant que ça, et je me consacrais à l'athlé 100%, mais ça m'apportait pas, sur le côté professionnel, ça m'apportait pas grand chose, et c'est un moment où je sentais que j'avais besoin de prendre plus mon envol, et de bosser Ok. pour moi, et je voyais pas de déboucher à l'athlé à ce moment-là, en fait. Donc j'avais pris cette décision. D'accord. Mm. T'as mentionné le fait qu'après les US, t'avais Ouais. une perte de motivation. C'est quoi qui. C'est le fait que les US, ça s'est pas bien passé? Mais non, ça s'est très bien passé parce que je suis arrivé en janvier 2019 aux US. Je fais champion de France NCAA, enfin champion de France. Je gagne les NCAA Jitsu, champion des US l'hiver. Et l'été, je sais pas, beaucoup moins, vraiment une perte d'envie, de motivation envers l'athlé. Comment je l'explique? Franchement, j'en ai aucune idée. Une petite blessure qui arrive en plus par-dessus, mais qui a plus été un prétexte qui a été. Je pense à ce moment-là, c'était plus un prétexte pour me dire, bah écoute, je suis blessé en plus, donc j'ai moins d'envie, Ok. je suis blessé, je stoppe, quoi. Donc c'était un moment où je pense que j'avais pas mal d'interrogations parce que je venais de finir mes études, j'avais pas envie de bosser avec le diplôme que j'avais eu, j'avais envie d'en commencer un nouveau. À ce moment-là, j'ai fait ma formation de master bien-être et sportif. J'avais vraiment le cul entre deux chaises, entre le taf, le sport et autres, et je savais pas trop quoi faire. Donc je pense que ça a été un- une façon d'enlever l'activité en fait qui me prenait le plus de temps et qui me permettait pas de me consacrer à autre chose dans ma vie. Ouais, parce que Mm. c'est vrai que ça prend Un beaucoup temps de énorme quand place. t'as les objectifs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. T'as fait quel cursus scolaire avant de switcher sur ta formation de Ouais. kiné? Alors De kiné, c'est ça? j'ai fait un bac S. Après, je suis parti en STAPS, j'ai fait un cursus classique en STAPS, mais j'avais sur la première année, donc sur ma L1, c'était l'option qui s'appelait M2R, c'était une préparation au concours de kiné, que malheureusement j'ai pas eu. Donc j'ai continué en STAPS, j'ai fait ma licence entraînement sportif que j'ai validé ma carte pro, et j'ai décidé de stopper à la licence. Et c'est à ce moment-là, fin de licence, je suis parti aux US. C'était le moment, je voulais pas continuer en master. Prépa physique était la suite logique de ma licence. Et Mhm. je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Ça faisait depuis le lycée que je recevais des messages ou des mails pour partir aux US. Et je me suis dit, en vrai, c'est le moment, il y a un moment, il y a un point mort dans mes études. Je sais pas trop si j'ai envie de commencer à taffer maintenant. Donc, go, c'est parti. Je suis Ouais, parti ouais. avec un pote à moi, Kylian Montfort, avec qui je recommence à m'entraîner maintenant, qui faisait des haies, du coup, au Haute-Bretagne Athlé. Et on est partis tous les deux. On est resté 6 mois là-bas. 6 mois. Ça t'a suffi pour être champion des États-Unis, de faire plus de 14 mètres au poids, Ouais. Ah, ça a été et la grosse progression là-bas, le lancer. t'avais fait une grosse progression, ouais. Ah, j'avais pris C'était une division 1. 80 centimètres sur l'hiver. L'université, c'était une division 1. C'était une D2. Une D2. C'était une des deux? Ok. Ouais, c'était Texas A&M à Kingsville. Kingsville. Ouais, Ok. un petit bled. Un Mais petit c'était bled. trop bien. En vrai, ils avaient gagné les championnats d'E2 par équipe l'année d'avant. L'été Ah, d'avant. ok. Trop bien. Ok. Merci pour ces petits éclaircissements sur ton parcours. Si je me trompe pas, t'as fait beaucoup de vélo dans ta transition entre les US et reprendre l'athlé. Entre les Est-ce yeux, que ça toi, à ce reprend moment-là, l'athlé. Ouais. ouais, c'est ça? J'en ai T'as fait été en champion de fait. France de gravel? Non, non. En fait, j'ai fait beaucoup de vélo parce que j'en ai fait quand j'étais tout petit. Je faisais du VTT, pas Ok. mal avec mon père qui était cycliste avant, et puis mon meilleur pote qui habitait à la même rue que moi, qui avait son père qui était cycliste et lui faisait du VTT. Donc tous les week-ends, j'étais sur le vélo. Et, euh, et j'ai repris à ce moment-là, mais sur la route, j'ai fait une saison et demie. La saison post-Covid, il n'y avait pas énormément de courses, mais il y en avait quand même un petit peu. Et j'ai fait ça à ce moment-là, beaucoup de vélo, qui m'a apporté franchement aussi beaucoup de choses au niveau de la façon dont je pouvais encaisser les entraînements, même à l'athlé après quand j'ai repris sur ma faculté de récupération, parce que on sait que ça développe quand même pas mal la filière aérobie, et puis ça sert énormément pour vraiment l'enchaînement des entraînements était beaucoup plus simple pour moi après. Donc j'en ai fait beaucoup à ce moment-là, et j'en ai fait aussi surtout une fois que j'ai arrêté l'athlé là en 2022, j'ai fait toute la saison du coup de fin 2023 à fin 2024.
où j'ai fait les Coupes du Monde de gravel et j'ai fait les Championnats du Monde de gravel en octobre 2024. Incroyable. Comment ça se passe ça pour se qualifier? Alors, il y a deux catégories. T'as les pros qui là sont contactés, sont invités sur les Coupes du Monde et doivent doivent faire la qualification pour les championnats du monde qui doivent être avec je sais pas quelles sont les modalités exactement eux pour qu'ils puissent se qualifier. Et moi de mon côté qui était dans la catégorie amateur qui s'appelle Open, on avait du coup inscription libre pour les Coupes du Monde. Je suis parti un peu partout avec mon pote d'enfance avec qui je faisais du VTT. On est parti en Autriche, en Allemagne, en Belgique. C'était incroyable. Les expériences étaient ouf. Et en fait, nous, pour se qualifier au championnat du monde, il faut, sur une Coupe du Monde, finir dans le top 15% de la course pour pouvoir passer. Et, voilà. Et puis, si quelqu'un devant toi avait déjà eu sa place, il prend quand même une place. Donc, c'est vraiment le top 15% en termes de place sur la course. Ok. Ouais. Chose faite, ça t'a permis de se qualifier. Exactement. Super. Trop belle expérience. De ouf. Vraiment de ouf. Quand t'es sur la ligne de départ au championnat du monde, toi, ça fait 2 heures que t'attends pour avoir une bonne place et que tu vois des mecs comme Van Der Poel qui arrivent la goutonner tout 5 minutes avant le départ, tu sais que t'es flingué. Flingué. Et vous êtes combien de coureurs à ce moment-là sur une On ligne de est départ sur les championnats du monde en catégorie amateur, du coup on est à peu près 1000. À peu près 1000 What? Ouais, ça fait un départ à beaucoup. Il n'y a pas des mecs qui tombent dans tous les sens au départ? C'est un peu le chaos. Ouais. Tu vois un départ de cross un peu? Ouais. La même chose mais à 1000 personnes quoi. Quand ça se Avec des rétrécit, bonne chance. C'est marrant, ça fait partie du truc et franchement c'est sympa. Waouh, ok. Tant que tu tombes pas. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Comment comment t'as géré la transition, plutôt psychologiquement, d'arrêter d'atteler, te dire je fais une croix sur ce que j'ai fait sur les 5-10 dernières années, et je fais un changement assez radical du coup? Ouais, écoute, comment je l'ai géré mentalement, compliqué. Compliqué en vrai, Ouais. même si j'ai trouvé d'autres objectifs pardon derrière. Je pense que du coup j'ai essayé pendant plusieurs mois de revenir malgré la blessure. J'ai décidé vraiment officiellement, je me suis blessé en avril, officiellement de couper en août, fin août début septembre. Au moment de la reprise des entraînements, moi je me suis entraîné tout l'été avec les kinés et autres, mais ça passait pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je stoppe, ok. Mais du coup si je stoppe, faut que je me relance à fond dans les projets que j'avais à côté, parce que j'ai énormément de temps libre en fait, si j'enlève l'athlète. Et du coup à ce moment-là, je me suis dit de toute façon, si je veux développer plus mes réseaux sociaux, faut que je me fasse des contacts. Et pour me faire des contacts, j'ai pas le choix que d'aller sur Paris régulièrement, d'aller aux événements quand je suis invité, d'aller rencontrer, d'aller discuter. Je connaissais personne sur les réseaux à ce moment-là. Je t'avoue que les premiers événements où je suis allé sur Paris, je me pointais, je connaissais personne, je savais pas à qui m'adresser, comment ça fonctionnait, quoi. Donc c'était un peu la galère. Franchement, j'ai passé une bonne année et demie de galère, je pense, derrière la clé pour retrouver des ambitions côté pro, de l'envie côté du sport et autres. Donc j'ai vraiment fait, on va dire, de septembre à décembre, j'allais quasiment toutes les semaines à Paris pour aller faire un maximum d'événements, aller rencontrer des agences, des marques, des agents, discuter de tout ça. Et j'ai eu l'occasion d'aller sur Paris pour travailler à côté, en communication. Je m'étais décidé à trouver un autre taf parce que ça me suffisait pas les réseaux et puis je voyais que toutes les rencontres que je faisais pour le moment en tout cas m'apportaient rien. Donc je suis allé sur Paris en avril, les mains dans les poches, j'ai essayé de chercher un job parce que du coup j'avais rencontré mon ex-copine à l'époque et j'avais décidé d'aller la rejoindre sur Paris, donc je me suis dit de toute façon pour payer le loyer j'ai pas le choix, faut que je travaille. Donc faut que j'y aille. Ouais, ok. Et du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je sais faire avec mes réseaux, qu'est-ce que j'ai appris? Je me suis dit en fait je sais communiquer, je sais me servir de mes réseaux, donc go, je vais chercher une boîte dans la communication sur les réseaux sociaux et je suis allé travailler dans une boîte qui s'appelle Nicework, avec qui je travaille encore de temps en temps et du coup j'ai travaillé 7 mois là-bas, de fin avril à novembre. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à bosser là-bas, que j'ai commencé à avoir la retombée des contacts que je m'étais fait. Et que j'ai commencé à bosser vraiment beaucoup plus avec mes réseaux sociaux. Et c'est aussi cette période qui a été très compliquée parce que du coup j'avais mes horaires de bureau de 10 à 19 et à côté il fallait que je gère les lectures de mails, les relectures de contrats, les appels avec les agences ou les agents, la création de contenu. Le matin je voulais quand même aller m'entraîner, donc ça me faisait des journées bien chargées. Je pense que je me faisais aux alentours de 6h, 6h30, j'allais faire mon sport. De 10 à 19, j'étais au bureau, j'arrivais à l'appart à 19h30 et j'étais sur l'ordi ou à créer des contenus jusqu'à, 22, 22h30. Et toute cette période-là était, à la fois ça m'apportait beaucoup, mais à la fois en fait j'étais dans un état de fatigue bien avancé. Et c'était vraiment un moment de ma life qui était pas top. Je te dis, ça quand on en parlait justement en off juste avant, en fait, je tombais malade tout le temps. Je tombais malade tout le temps, toutes les 2 semaines j'étais malade, je comprenais pas pourquoi, jusqu'au moment où je me suis dit, en fait là, mes réseaux sociaux ça commence à prendre pas mal, vas-y je prends le risque, je laisse tomber le taf que j'avais à côté et je me lance à fond sur mes réseaux et on verra bien. Et dès que j'ai pris cette décision là, j'étais
bizarrement, j'ai retrouvé l'énergie en une semaine et tout allait bien et c'était parti. Et puis, ça a mis vraiment 3 mois à se lancer derrière et depuis, je travaille qu'avec mes réseaux sociaux, je fais plus que ça, je suis très content et beaucoup plus libre dans mes journées. En fait, je planifie mon taf comme je veux, je sais que j'ai forcément une petite heure que je peux trouver pour aller m'entraîner, pour aller faire quelque chose et du coup, j'ai pu me relancer plein d'objectifs et c'est génial. C'est génial, pouvoir organiser sa journée Ouais, exactement. comme toi tu l'entends et plus avec les plus avec ce qu'on te dit de faire. C'est ça, bah, j'ai toujours je suis pas tant libre que ça au niveau géographique parce que j'ai toujours besoin d'être à Paris pour soit les tournages, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de tourner à Paris, trouver des vidéastes, des photographes, etc. Tous mes rendez-vous, parce que tous les sièges de marque et tout sont à Paris, mon agence est à Paris, donc je fais vraiment, on va dire, mon planning c'est deux jours à 3 jours par semaine à Paris, le reste je suis à Rennes. Donc, j'ai quand même besoin de bouger un petit peu, mais mes journées c'est moi qui les modèle comme je souhaite, quoi. D'accord. Donc là, tu habites toujours à Rennes. C'est ça. En fait, j'habitais du coup quand je bossais sur Paris, j'habitais avec une ex-copine au moment sur Paris et je suis retourné à Rennes après. En décembre 2023, je suis retourné chez mon père. Je suis toujours chez mon père à l'heure actuelle. J'ai acheté un appart là sur Angers mais qui est en travaux, donc j'attends que tout soit fini. Mais pour le moment, j'ai pas pris d'appart sur Rennes. C'était un choix parce que je suis en déplacement tout le temps, donc en fait ça aurait été un appart que j'aurais eu 3 jours par semaine grand maximum. Et à ce moment-là, c'était le moment où t'es plus à l'épargne qu'à la dépense. Donc non, pour le moment, j'ai fait le choix de rester sans logement jusqu'à là, il y a peu. Ok, hyper clair. Aujourd'hui, tu partages donc ta passion pour le sport sur les réseaux. Tu es aussi mannequin. Est-ce que tu as des... Ça fait longtemps que je partages du coup ta passion pour le sport et ton lifestyle. C'est quoi la balance sur, sur tes réseaux entre le sport, le lifestyle et du coup, si tu peux évoquer un petit peu la partie mannequinat, comment ça s'organise un petit peu tout ça? Eh bien, au tout début de mes réseaux sociaux, écoute, je partageais plus de sport, plus du tout même. Je partageais vraiment le côté lifestyle avec, il y avait tout un côté qui était plutôt week-end, hôtellerie, etc. Un côté qui était skincare pour hommes, avec les parfums aussi, et un côté mode. C'est vraiment les 3 pôles que j'avais sur mes réseaux à ce moment-là. Le côté mannequin, je zappe parce que j'ai bossé en tant que mannequin quelques années, mais ça fait vraiment 3 ans que je suis plus du tout dans ce monde-là. Je dois avoir un job par an quand je suis appelé comme ça, mais j'en recherche pas plus que ça et j'y vais que si ça me motive vraiment. J'ai fait un job l'année dernière, c'est le premier truc qui était passé à la télé avec Garnier, qui était très cool, mais mannequinat c'est plus comme ça que je me catégoriserai en tout cas. Et j'ai intégré le sport vraiment fin d'année dernière en fait, fin 2024. J'ai commencé avec un pote à moi de Paris qui s'appelle Marc à m'entraîner pour faire des aerox. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à repartager vraiment beaucoup de sport. Et ma passion pour le sport, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à la montrer. En vrai, ça a bien pris et je suis content parce que là, ça me permet de faire du sport, être rémunéré avec des marques qui me contactent pour du sport, pour des projets sportifs. C'est un peu comme si je m'auto-sponsorisais en fait, donc c'est assez cool. Et puis beaucoup plus simple pour moi, je trouve ça beaucoup moins contraignant de partager ce que je fais à l'entraînement, ma passion pour le sport, mes idées, les conseils que je peux donner. En fait, c'est 10 fois plus naturel pour moi que de partager que des trucs de mode. Je prends jamais plus l'impression de travailler quand c'est comme ça. Il y a des périodes qui sont bien chargées et je suis content de me reposer, mais les projets que j'ai là, c'est génial. Tu m'étonnes, finalement tu partages tes vraies valeurs et ce que tu as vraiment, et donc forcément ça résonne plus avec Totalement. 10 fois plus simple, c'est comme. Ouais, c'est chouette. Bah, parle-nous un petit peu de la trajectoire de tes réseaux. Quand tu as commencé et quand tu as vraiment commencé, la progression que ça a pris, peut-être en termes de chiffres, d'abonnés, si ça parle à tout le monde, mais... Ouais, et ben écoute, j'ai commencé, j'ai toujours eu une petite base, j'ai toujours été assez présent sur les réseaux, même quand je faisais de l'athlé, avant de me lancer vraiment un peu sur le mannequinat et puis côté moche, je devais avoir à peu près 10 000 abonnés, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, en fait, ça a explosé pendant le Covid. Ça a explosé pendant le Covid, j'étais chez mon père, j'étais avec mon petit frère. On avait rien à faire, et puis on a décidé de partager des séances de sport de temps en temps, des photos qu'on faisait dans la maison, hein. À l'époque, c'était plus des selfies, et on partageait ça tous les jours, en fait, et puis on était connectés, donc ça a pris énormément. On avait jamais eu autant d'activités sur mon compte, et encore, je pense que j'en ai moins maintenant que c'est à ce moment-là. Et puis ça a explosé à ce moment-là, j'ai dû prendre la fin du confinement, je devais être à presque 40 000 abonnés, je pense. Ça avait explosé en peu de temps, et après, il y a eu le format des vidéos, donc des réels qui est arrivé à ce moment-là, où j'ai pris le pli. Au début, c'était des petites trends, des machins, pour je montrais ma vie de tous les jours, et puis ça a explosé. Au début des réels, c'était des centaines de milliers, voire de millions de vues. Et mon compte a explosé et est passé de, franchement, peut-être 4-6 mois, je suis passé de 40 000 à 100 000 abonnés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Ok, à partir de 100 000.
Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux en avoir beaucoup. Enfin, tu peux en avoir vraiment avant, hein, ça dépend dans la niche dans laquelle t'es. Surtout maintenant, tu peux travailler sur tes réseaux sociaux avec 10, 20, 30 000 abonnés, il n'y a pas de souci. Ça dépend dans la niche dans laquelle t'es, le contenu que tu proposes et autres, et tes contacts aussi, parce que ça joue beaucoup. Mais ouais, moi j'ai commencé à bosser ouais, aux alentours de 5 000 abonnés. J'ai commencé à bosser à ce moment-là. Et puis là, la pente est assez, on va dire, si on prend sur les 3 dernières années, la pente est assez régulière, mais en vrai, ça fait des pics tu perds des abonnés, t'en regagnes, il n'y a pas de, en fonction des changements d'algorithme, en fonction des nouvelles Hmm. façons de s'exprimer sur les réseaux. Avant, la place était à des vidéos courtes très dynamiques. Maintenant, il faut plus s'exprimer sur ce que tu penses, sur ce que tu peux conseiller aux gens. Et je trouve que c'est une partie qui est un peu mieux parce que du coup, c'est plus réaliste, tu vois plus qui est derrière l'écran. Et je prends pas mal de plaisir à faire ça. Mais là, en ce moment, c'est plutôt linéaire la progression. Et au niveau du traffic, elle est plutôt exponentielle sur les 2 dernières années. Donc ça me conforte dans l'idée que je pourrais encore faire ça quelques années et que je suis tranquille pour les 2, 3 ans qui viennent. En tout cas, je pourrais pas trop me soucier du niveau travail. Je pense que si je continue à être plutôt sérieux et régulier comme je le suis, à essayer de bien prendre le pli sur ce qui se fait en ce moment et être transparent sur mes passions, mes motivations, tout ce que je peux faire de ce côté-là, ça devrait continuer. Ok. Quel genre de contenu résonne le plus avec ton audience en termes de quand tu vois dans les statistiques? Ouais. Quel, euh, Déjà, quelle est ton audience? Et ben, elle est, Et quel genre de contenu, du coup, tu parlais que tu avais intégré le sport. ouais. Est-ce que tu vois vraiment la diff entre les performances de ces vidéos-là que par rapport aux autres? Ouais, en fait, au début où j'ai intégré le sport, c'était des posts qui marchaient moins bien parce que c'est pas ce que je partageais au début. Donc l'audience que j'avais n'était pas forcément habituée à ça. Jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre un peu plus la parole sur ce que je faisais à l'entraînement, pourquoi, le passé que j'ai pu avoir dans le sport. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'avoir une certaine crédibilité sur ce que je pouvais montrer et ce que je pouvais faire. Et à partir de ce moment-là, ça s'est vraiment développé. Enfin, puis même le sport en général est un sujet qui est vachement plus évoqué depuis, même par tout le monde, je trouve, depuis un an et demi. Le bien-être, le sport, même la récupération, tout ça, c'est vachement plus. C'est des sujets qui sont devenus quasiment communs. Tout le monde se met à courir, tout le monde se met à faire plein de choses comme ça. Et du coup, le fait que j'ai commencé, je pense à ce moment-là, même si c'était un peu du hasard, était un bon choix parce que tout le monde a besoin de conseils, des idées euh, d'entraînement, de vidéos de motivation en fait aussi, ça aide pas mal. Et moi, de mon côté, le contenu qui va le plus résonner avec mes abonnés, c'est plutôt des routines en fait. C'est des routines de mes journées. Quelquefois, je filme vraiment mes journées plutôt lambda pour certaines, où je montre ce que je fais au petit-déj, ce que je peux faire pour ma récupération, des trucs de massage avec des ventouses ou autres, des pistolets, mes entraînements, les exercices que je peux faire, ce que je vais manger derrière. Ça, c'est vraiment les vidéos où j'ai plus de retours. Et les vidéos aussi où je parle face à la caméra sur des sujets que ça peut être, je m'abordais pas mal dernièrement, mais sur le bien-être mental. Et, voilà. Et les résultats de compétition aussi, parce que les gens suivent beaucoup les entraînements, mais l'engagement réel est au moment du résultat final, je trouve. D'accord. Mm. Donc ton audience a évolué? Ouais, mon audience a C'est- évolué totalement, bien sûr. D'accord. Et est-ce que justement c'était une stratégie de faire le switch entre ce que tu faisais par le passé et remettre ce côté sport en avant? Ou c'était juste parce que tu avais envie, que t'en avais marre du reste? Mhm. Ou c'était vraiment réfléchi et que tu savais que ça allait performer, entre guillemets, sur le... Non, pour être honnête, je l'ai pas pensé au niveau performance comme ça. Je l'ai Ok. vraiment pensé sur le côté où, quand j'ai commencé à me remettre vraiment à fond de sport, ça m'a paru naturel de le partager et j'ai préféré faire ça directement en fait. Ça a vraiment été un côté pur plaisir au début de pouvoir partager ça. Et c'est une partie de moi que j'avais pas montré sur les réseaux, mais en vrai c'est la partie qui a pris le plus de place dans ma vie jusqu'à présent. Et c'était beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus logique de pouvoir parler de ça. Et je me suis beaucoup plus retrouvé dans le type de contenu que j'ai créé à partir de ce moment-là. J'ai gardé le côté mode, lifestyle, skincare et parfum parce que c'est des choses que j'adore aussi, un minimum. Mais c'est vrai que le sport a pris beaucoup plus de place et je pense franchement c'est le domaine dans lequel je suis plus à l'aise. Clairement. Ça n'a Ok. pas été pensé pour justement l'engagement à ce moment-là. Maintenant, ça l'est, donc c'est cool. Mais non, ça continue parce que c'est un pur plaisir. Je pense que s'il y a un moment où je prends moins de plaisir dans le sport, c'est sûr que j'en partage vraiment ça. Ok, donc vraiment qui résonne avec ta volonté du moment. Ouais, je vais pas me Et forcer à aller faire le sport parce que j'ai besoin de ça pour mes réseaux, au contraire. ok. Alors justement, moi je vois passer tous les jours des séances de vélo, des séances d'aérox, des séances de course. Alors pourquoi tu t'entraînes en ce moment? Eh bah écoute, je me suis entraîné à partir de novembre dernier pour faire des Aerox. Du coup avec mon coéquipier d'Aerox, Marc, qui est sur les réseaux aussi, Marc Mestre, pour ceux qui veulent aller voir. Et du coup j'en ai fait cette année, j'en ai fait 4, j'en ai fait 2 en duo avec Marc et 2 en solo. Alors, on a commencé en février à Toulouse. On avait fait un chrono de
1h0029. Notre objectif, c'était de faire moins d'1 heure dès le premier, mais du coup, c'était bien loupé. Et puis après, j'ai enchaîné en solo. Je suis parti à Valencia, en Espagne, avec des potes. Donc, j'ai fait 1h04. L'objectif, c'était moins d'1 heure aussi. Ça a été complètement loupé. Complètement loupé, mais ça m'a permis de voir en fait ce qui allait pas dans mon entraînement et ce qui était bien aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment faire ce qu'on appelle des entraînements compromis, où tu enchaînes vraiment beaucoup des exercices de musculation ou des exercices Aerox. Et entre chaque, ou à la fin de chaque exercice, tu parcourir. Parce qu'en fait, c'était ça qui m'avait manqué. Même si je pensais que j'allais être au-dessus en course à pied, parce que j'en ai fait toute ma vie, ça n'a pas du tout été le cas, parce que courir sous fatigue musculaire, ça l'a pas fait du tout. Je pouvais pas lever les jambes, j'arrivais pas à courir, je me faisais doubler de partout et c'était horrible, horrible à vivre. Et j'en ai fait. Après, je suis parti à Paris au Grand Palais. Il y en a eu en avril avec Marc. On a fait 57 minutes. Et là, c'était beaucoup mieux. Et j'ai voulu me qualifier au championnat du monde d'Aerox. Il fallait que je fasse moins d'1 heure, grossièrement. Sur le solo, j'en ai fait un autre du coup à Rimini en Italie. C'était quand? C'était mai, je crois, si je dis pas de bêtises, fin mai ou le premier week-end de juin. Que j'ai pas fini. J'avais une tendinite au tendon d'Achille et j'ai stoppé au 5e épreuve, je crois. C'était bien parti, mais j'ai préféré pas me péter plus que ça. Et du coup, j'en ai pas fait depuis. Donc là, je prépare, j'en ai deux qui arrivent. J'en ai un fin octobre à Paris, à la porte de Versailles. Cette fois en duo, mais pro, avec les poids pro, avec Marc toujours. Et j'en enchaîne un en solo fin novembre à Bordeaux, en pro solo aussi. Donc c'est ça les prochains D'accord. objectifs. Et du coup, vélo, parce que ça me permet de faire en fait un vrai entraînement de fond, et même de puissance, parce qu'on travaille pas mal de choses à vélo. Sans choc en fait. J'ai repris le vélo cette année pas mal parce que j'avais ma tendinite et je pourrais beaucoup moins. Donc ça a vraiment remplacé en fait le côté course à pied dans mon entraînement. Et c'est pour ça que tu me vois beaucoup sur le vélo aussi, et parce que je prends énormément de plaisir dessus. Et les séances de course, des runs et tout un peu sur piste dernièrement, c'est parce que j'ai fait l'erreur, si on peut dire ça comme ça, de retourner faire une séance d'athlé. Je me suis dit putain c'est cool quand même, ça manque un peu. Et du coup là depuis 2 semaines, j'arrête pas d'enchaîner, j'ai repris mes séances et c'est parti quoi. Et on verra bien où ça me mène. Donc il y a pour le plaisir ou est-ce qu'il y a un objectif derrière de reprendre des épreuves d'athlétisme? Alors, priorité au taf. Donc, je vais bien voir comment je peux mettre l'entraînement entre tout ça. Mais c'est sûr que si je m'aligne, si jamais le corps va bien et que je m'aligne sur un hepta, c'est pas pour rien, quoi. Si je m'aligne sur l'hepta, le but c'est quand même d'aller aux élites et puis quand t'es en championnat, tu sais pas ce qui se passe. Yes, Donc on verra c'est bien. ça qu'on aime. D'abord remettre le corps en état, voir comment tout se passe. Priorité au taf et puis si le reste me permet, à fond. T'as toujours l'envie de compétition qui est là. Ok. Oui, c'est normal quand t'as fait ça toute ta vie. C'est ça. Et alors sur l'Irox, t'as toujours un objectif de qualification en championnat du monde cette année? Alors, en soi, l'objectif de base, c'était vraiment ça, c'était de me qualifier en pro. Mais je t'avoue que là, même si je prépare bien mes 2 derniers objectifs de cette année en tout cas. Et après, je me poserai tranquillement en décembre, savoir ce que je me mets comme objectif réel en sport, parce que si jamais l'athlète ça reprend cette place dans ma vie, que je prends toujours autant de plaisir comme je le fais là sur les derniers entraînements, je pense que la priorité sera l'athlète. Et d'ailleurs, que ce sera plutôt secondaire. Si je vois que j'ai l'occasion de faire des compétitions, j'irai avec grand plaisir. Parce que je prends énormément de plaisir à faire ça et j'adore tous les petits défis que je peux avoir à côté. Mais si jamais, je dis bien si jamais, je continue à prendre du plaisir comme ça en athlète et que mon corps me le permet et aussi mon travail, la priorité sera sur l'athlète. Ok, J'ai hâte de remettre les points. hyper clair. J'ai hâte de revoir ça. Le On verra bien comeback ce que ça de donne. Ouais, ouais, non, tu parles d'heptathlon, mais un DK, c'est envisageable, tu penses? C'est vraiment un point d'interrogation. Comme je t'évoquais, en fait, je m'étais blessé au coude aux US en 2019. Et depuis 2019, même si j'ai fait d'autres décathlons, je pouvais lancer qu'une seule fois. J'avoue, après mon coude, ça passait pas et je pouvais pas m'entraîner. Donc, j'ai repris vraiment les devants sur ma prépa physique, c'est-à-dire que je suis allé, j'ai un pote à moi, Valentin Chambillard, qui est kiné, qui est sur Annecy. Et je suis parti le voir cet été, on a fait un énorme bilan, tout ce qui était mes points forts, mes faiblesses, là où j'avais des douleurs à l'athlé avant et sur mes épreuves sportives dernièrement. On a fait un énorme bilan, on a pris on a pris vraiment le temps de faire les choses, de plein de mesures, de temps de contact au sol et autres. Et du coup, j'ai beaucoup d'exos de réathlé à faire, que je fais tous les jours quasiment. Et le but, c'est de pouvoir faire ce sport au plus haut niveau possible, bien sûr, mais en bonne santé. Je veux pas m'abîmer pour plus tard. Et donc, si mon coude va bien sûr qu'il m'a mis sur un déclin. Si je vois que ça le fait pas, je vais pas aller me péter. Je sais que je peux prendre énormément de plaisir sur un état l'hiver et j'ai beaucoup moins de risque de blessure à ce moment-là, mais j'aimerais bien retourner sur un petit déca quand même. C'est l'épreuve phare, des épreuves combinées. Alors, finir un autre, ce serait avec plaisir. Mais écoute, je t'attends l'été prochain, j'espère. Carrément, avec grand Te voir plaisir, si c'est ça. aligné sur un DK. Ce serait trop Ça bien. serait énorme. À l'ancienne. De ouf. Trop cool.
Le retour du vieux, là. La dernière fois qu'on a fait une confrontation, tu m'as pété le cul, donc Ouais, mais c'était il y a quelques années. Il y a eu de la progression de ton côté depuis, hein. un petit peu. Un petit peu Bah, trop beaucoup. chouette. Ah, je suis content d'entendre ça, ça fait plaisir que d'entendre ça. Déjà que tu te sois réconcilié avec la passion Ouais, d'athlète, c'est le principal, le ouais, plaisir, grave. plaisir et la santé. Exactement. C'est les mots-clés d'abord. Trop bien. T'évoquais, on va revenir un peu sur la partie réseaux sociaux. Mhm. Tu évoquais que tu avais eu tes premiers contrats à partir de 100 000 abonnés à peu près. Ouais, grossièrement, c'était ça. Aujourd'hui, justement, comment ça se passe, toute cette partie contrat? Est-ce que c'est plutôt des contrats à l'année ou on va dire long terme, ou c'est des opérations court terme et puis quel type de marque te contacte aussi Ouais, bien sûr. et puis si tu es à l'aise de parler chiffres, t'es libre à toi. Ok. Mais explique-nous un petit peu cet univers de créateur. Eh ben, écoute, de mon côté, en tout cas, c'est plutôt des OP, dire one shot, hein, c'est des OP, on va dire mensuels plutôt. J'ai quelques OP plus long terme, mais j'ai pas d'OP à l'année. Je suis en discussion avec une marque, pour le moment, ça reste. Ça sort pas sur les réseaux parce que j'ai pas encore de validation de ce côté-là, mais normalement je pars sur un contrat de 6 mois. Ce sera le premier vraiment long terme que j'ai. Et ça va être cool parce que ça va enlever pas mal de pression. Mais non, en soi c'est des contrats mois par mois ou enfin one shot. Hein, donc souvent ça me prend on va dire 2-3 journées pour chaque contrat entre si j'ai le montage à faire, la planification du contenu, la vidéaste à contacter ou pas, ou si je fais de mon côté. Mais non, c'est vraiment du one shot en fonction des mois, ça change normalement, c'est très 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 variable. Donc maintenant, on va dire, c'est beaucoup plus régulier. Je sais que je vais avoir des contacts chaque mois. Ce qui fait qu'il y a un roulement au niveau financier aussi. C'est beaucoup plus simple parce que c'était pas le cas les premières années où il pouvait y avoir des mois où j'avais rien et d'autres mois où j'avais 4-5 contrats. Mais du coup, l'attente de paiement, de toute façon, tu sais comment ça marche en tant qu'entrepreneur, ça arrive pas tout de suite. Et du coup, ça faisait des trous sur certains mois. Mais maintenant, il y a un roulement et ça se passe très bien. Et j'ai une agence sur Paris qui m'aide à gérer tout ça pour que je puisse, moi, du coup, me consacrer pleinement, on va dire, à la création de projets et aux créations de contenu et pas sur tout ce qui est gestion administrative et légale qui est pas mon domaine. Je l'ai fait pendant quelques mois parce que j'ai été tout seul à un moment, j'étais sans agence au moment où je bossais à côté, j'ai pris le pli de faire ça tout seul. Mais en fait, ça prend énormément de temps et du coup, j'ai pas la tête forcément libre pour la créa qui demande quand même d'avoir, on va dire, des moments plutôt de calme parce que c'est dans les moments de calme où peut-être les réflexions, si t'as la tête prise à faire tout l'administratif et tout, t'as pas de, la fibre créative, elle est pas là. Et donc, j'ai une agence qui m'aide à gérer tout ça et pour le moment, ça se passe très bien. Ça fait 2 ans que je suis avec eux. Tous les mois, enfin on va dire toutes les demi-années, on fait un point et c'est de mieux en mieux. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et pour parler plutôt chiffres, bah écoute moi, de mon côté, tu vois, j'ai fait mes premières années sur le réseau. Ça me tend à décoller. Hein. Tu vois, la première année, je pense où j'ai vraiment commencé à travailler en chiffre d'affaires, j'ai dû faire 14 000 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai eu 2 ans et demi autour de 14 000 euros, 20 000 euros, mais t'enlèves sur tout ça, bah, t'enlèves les charges de l'URSSAF, les impôts et autres, donc il ne me restait pas grand-chose. Et ça a commencé vraiment à décoller. Ouais, là, en fait, ça a été l'année dernière. L'année 2024, c'était ma première vraie grosse année, que je considère grosse, hein, qui n'est pas si grosse que ça pour certains créateurs de contenu, mais j'avais dû faire un chiffre annuel, je vais pas dire de bêtises, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'était aux alentours des 100 000 euros. Donc moi, ça me permettait d'avoir 50 000 euros de mon côté. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été plus simple pour tous les autres aspects de ma vie, hein, de payer les factures, d'essayer de chercher un logement et plein d'autres choses. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé aussi à être beaucoup plus, on va dire, libre mentalement pour me remettre au sport, à refaire plein d'autres choses qui me passionnaient à côté. Et puis cette année, on est sur à peu près les mêmes chiffres, enfin un petit peu mieux. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année parce qu'on ne sait jamais de ce qui est fait demain dans l'influence. Ça peut tellement varier chaque mois, mais ça se dessine bien. J'espère que ça va continuer. Et le but, c'est de continuer à faire ça. On fera au moins sur les 5 ans qui arrivent et d'essayer d'avoir encore un plus gros chiffre d'affaires que ça parce que quand t'es entrepreneur, ta retraite, tu cotises pas spécialement pour, c'est toi qui dois te la faire tout seul, tu vois. Donc, va falloir investir, va falloir trouver des solutions de ce côté-là, et c'est pour ça que je vais essayer de bien bosser, pas faire le con avec l'argent sur les années qui arrivent, tu vois. Ça va pour le moment, Ok. j'ai pas, par rapport à certains, et ce qu'on peut voir sur les réseaux, j'ai pas une vie trop dépensière, sauf du côté du sport. Ouais. Oups. Mais non, j'essaie d'essayer de prévoir, on va dire, vraiment l'après-réseau, parce que je sais pas combien de temps ça dure du mieux possible. Quand tu as les mains dedans, en général, tu es prévoyant Mm. parce que tu vois la partie que tu gagnes vraiment sur le chiffre d'affaires Ouais, exactement. et t'apprends à la valeur de l'argent Mm. et Ouais, comment parce que quand il y gérer, a des trous et il bien y a des mois qui l'investir. sont moins drôles, ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Tu disais que c'est la partie
réseau, enfin la partie contact, Mhm. qui t'a vraiment fait décoller. Ouais. Comment t'es arrivé à créer ce réseau, du coup, tu parlais des événements, etc., auxquels tu te présentais, mais aujourd'hui, pour toi, quel pourcentage de ta réussite ça représente ce côté réseau? Quel pourcentage? Franchement, je ne saurais pas te dire exactement. Mais le réseau, il s'est fait à partir de septembre 2022, quand j'ai commencé vraiment à aller sur Paris, à répondre aux quelques invitations que j'avais à des événements. Parce que je pense qu'en fait, à ce moment-là, je l'ai vu comme on me donne une opportunité, il faut que je la saisisse, il faut que j'aille me présenter, il faut que j'aille dire qui je suis et ce que je peux faire, et voir si ça peut correspondre à leur marque. À leur marque, tout Mhm. simplement. Et j'ai fait ça hein, pendant des mois, sans résultat spécialement, enfin, un ou deux contrats comme ça, mais qui ne suffisaient absolument pas à vivre. Et j'ai continué à le faire jusqu'à mi-2024. Dès que j'avais un événement, je triais pas. Je triais pas du tout, j'avais à tout. Je pouvais enchaîner 7-8 événements dans la journée, courir dans tout Paris, reprendre les métros, les machins et tout. Et aller quasiment répéter la même chose, hein, qui j'étais, me présenter. Et c'est comme ça, je pense que tu fais ta place aussi, parce que je rencontre sur Paris beaucoup d'agences qui gèrent beaucoup de marques. Donc, tu rencontres souvent les mêmes personnes qui sont responsables de certaines marques dans des agences ou les patrons de certaines agences. Et c'est comme ça, c'est avec, je pense, franchement, c'est avec l'attitude que tu montres, la façon de parler, ta façon de travailler, si t'es professionnel ou pas, quand on donne une opportunité, si t'es pas dans les temps, si t'es pas sérieux, bah, tu seras pas répondu derrière. Donc, le but, c'est de vraiment le plus réactif possible, le plus sérieux, de continuer comme ça. Mais c'est vraiment le fait d'être allé à droite, à gauche, me présenter, discuter, ce qui n'était pas du tout mon fort au début, parce qu'aller parler à des gens que je connais pas, c'était inimaginable. Mais tu t'apprends à faire dur, de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir un réseau, de rencontrer le maximum d'agences, donc que les agences soient au courant que j'existe, et peut-être puissent me placer sur une de leurs campagnes, un de leurs produits, de leurs marques à un moment ou à un autre. C'est le fait de faire des petits rappels réguliers aux mêmes personnes qui vont, à partir de ce moment-là, commencer à penser à toi pour certains projets. Super. Franchement, le fait T'as d'avoir vraiment fait tout créé. ce réseau, quand j'explique, c'est un peu plus clair. Je pense que c'était 80%, 80, 85% Ouais. du travail que j'ai aujourd'hui. Parce qu'ils m'auraient peut-être pas découvert sur les réseaux via mon contenu, même si je pense que j'ai un contenu qui est plutôt qualitatif. On est beaucoup sur les plateformes, donc si tu ne démarques pas d'une manière ou d'une autre, tu travailles pas. Puis c'est ça, c'est à partir de ce moment-là aussi que ton audience a grossi, et donc ça a vraiment porté ses fruits de sortir de ta zone de confort et d'aller Ouais, à la c'est ça, rencontre de tout ça. exactement. Donc, hyper clair, et je pense que on s'en rend pas compte quand on regarde juste le résultat final sur les réseaux, Mhm. mais c'est un taf de ouf. Souvent on pense que les créateurs de contenu, tu sais, c'est un peu au petit bonheur la chance. Enfin, on pense. La majorité des Oui, gens qui c'est consomment le l'image que ça peut donner, contenu, bien sûr. voilà, qui profitent de la vie, machin, qui se retrouvent dans des beaux endroits avec des belles personnes, etc. Parce que ils ont papa, parce qu'ils ont maman, parce qu'ils ont les contacts, etc. Et Il y a aussi ils des sont profils comme placés ça, au bon endroit. c'est pour ça qu'on voit ça. Il y a aussi des profils comme ça. Tout à fait. Mais ouais, non, Mais c'est du travail, et c'est des opportunités que t'es allé chercher par toi-même en sortant de ta zone de confort, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que ton côté sportif de haut niveau et résilient a participé à la construction de ce nouveau Valentin Charles sur la partie réseaux sociaux, tu penses? C'est une bonne question. Bah forcément, enfin, si, je pense forcément. Ouais. Enfin, je pense même en dehors du sport, je suis toujours quand même assez complète, si on peut dire comme ça. S'il y a un défi ou quelque chose qui m'est proposé, j'aime bien le réussir ou en faire partie du moins. Donc quand faut se bouger, ça me dérange pas de me bouger, quoi. Donc, si on peut dire ça comme ça, je pense que le côté avoir envie, avoir envie, et puis si on me dit un non, ne pas m'arrêter au non et aller voir plus loin et réessayer. Je pense que ce côté-là que le sport m'a appris, moi, ça a beaucoup dans mon métier aujourd'hui. Trop cool. Est-ce que tu peux me citer deux souvenirs? Un en sport, ton meilleur souvenir que tu as pendant ta carrière sportive, ça peut être l'athlé, mais tes nouveaux sports aussi. Ok. Et l'autre, c'est une expérience que t'as apporté les réseaux sociaux. Je pense avoir une idée de ce que c'est, mais vas-y, donne-nous deux exemples de bons souvenirs sur chacun des domaines. Alors, il y en a pas mal en sport, hein. Mais enfin, je mettrai en priorité, franchement, c'est le soulagement et le titre que j'ai pu avoir en 2022 au championnat de France Élite. C'était vraiment dans ma tête, c'était vraiment
le récompense d'un travail acharné que j'ai eu pendant, du coup, sur la dernière année où j'avais repris, mais en vrai, c'était un travail qui découle des années d'avant aussi. Mais c'était vraiment la première année où je me suis dit, ok, j'y vais à fond, je mets rien de côté, la récupération, la nutrition, le sport, les entraînements, le sommeil, et surtout le fait de me dire, ok, en fait, mon objectif, c'est de faire champion de France, donc il faut que je puisse, quand j'arrive au compète, en tout cas, croire en moi à 100% et me dire que même si mes adversaires sont forts, je suis capable d'être meilleur. Et le fait d'avoir cru en ça et d'arriver du moment à gagner ces championnats, ça a été un soulagement énorme. Énorme, parce que j'étais passé à côté de beaucoup de championnats de France sur des moments où je pensais que je pouvais aller gagner. Ça s'est jamais passé. Et du coup, ce moment-là, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, quand j'y crois à fond, que j'y vais à fond, ça marche. Et ça, je pense que je m'en suis servi beaucoup dans mes années après, que ce soit pour n'importe quel défi sportif dans lequel je me suis embarqué, ça m'a aidé beaucoup, mais même professionnellement. Donc ouais, 2022, titre champion de France. Au-delà de, même si c'était des tournants marquants dans ma carrière aussi, de mes sélections en équipe de France, ça, 2022, c'était vraiment l'événement marquant pour moi. Côté Très sport. bien expliqué. Ouais. Et après, côté Et alors, pro, pour être honnête, côté pro, je pense que c'est pas mon premier contrat, c'est un contrat que j'ai eu, qui a été aussi une décision de quitter le taf que j'avais à ce moment-là sur Paris. C'est mon premier contrat avec Dior, Dior Beauty, pour la collection de parfums sauvages, euh, qui était un de mes premiers contrats qui était mieux rémunéré que le salaire que j'avais dans mon taf, et aussi une marque qui est quand même extrêmement demandée, prisée sur les réseaux et dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit, putain, mais pense à moi pour ce genre de projet. Et on était 4 profils sélectionnés. Et sur tous les influenceurs qu'il y a en France, ils ont pensé à moi. Le projet s'était ultra bien passé. Et le fait d'avoir pu faire ça, ce que j'ai vécu quand on est parti en Espagne, tourner dans le désert pour faire des pubs pour le parfum, j'étais en mode, ok, ça devient sérieux. J'arrive à faire des beaux projets avec des super marques et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, je suis légitime. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que j'avais envie de poster, même s'il y a des trucs où je ne sais pas, est-ce que les gens vont juger, est-ce que je vais prendre de la bonne façon ou pas, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, il y a quand même des marques comme Dior qui ont pensé à moi après l'image que j'ai montrée sur les réseaux sociaux. Donc, bah, je me suis relancé à fond. Et en vrai, ça a été vraiment un tournant dans le fait de me dire, ok, quand je suis contacté par une marque, je suis légitime parce que, en fait, il y a des marques énormes qui pensent à moi pour des projets. Ça a vraiment été une question de légitimité, en fait. Ok. Je pense, ouais. Ça t'a réconforté dans ton choix de faire que ça, quoi. Ouais, en fait, ça m'a réconforté dans le fait de me dire qu'en fait, ce que je faisais, c'était pas inutile. Puis que c'était dans le bon sens, en fait. Parce que je commençais à avoir de plus en plus de contacts avec des marques très belles. Et je me suis dit, bah, en fait, le contenu que je propose, en tout cas la personne que je peux être peut-être quand je rencontre les gens, bah, c'est la bonne direction, c'est la direction qu'il faut continuer à prendre, tu vois. Hyper clair. Tu vois, je pensais que ça aurait été autre chose. Avec une personne avec qui tu as joué au tennis. Ouais, non, mais ça a été un autre fait marquant. Mais ça n'a pas été on va dire, le fait d'avoir joué quand même avec Federer, changer quelques balles, c'était ouf. Mais c'est pas on va dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà conforté dans l'idée que ce que je faisais, c'était juste et que j'étais pas là par hasard, quoi. Mais oui, c'est sûr que quand on m'a proposé de jouer avec Federer, j'ai dit, oui, mais bien sûr, j'y vais. Et au moment où on m'a dit, bah, c'est le moment, là, tu vas faire des balles, et que je vois qu'il y a 60 personnes qui regardent sur le côté, je me suis dit, je vais pas faire de tennis. Qu'est-ce que je fous là, tu vois? Mais c'était excellent. J'ai passé un moment super, et le mec est ultra abordable, ultra gentil. C'était génial. Bon, je suis sûr, au début, je prends la raquette, je prends la main comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'était génial. Mais en fait, tu vois, c'est ça les réseaux aussi, c'est que, en fait, on montre beaucoup de choses comme ça. On montre énormément de choses belles et on en vit plein. C'est ça qui est cool. Mais tu vois, sur des moments comme ça, à part les 15 minutes de tennis avec Roger à ce moment-là, toutes les heures d'avant, c'était en train de créer du contenu, en train d'écouter des gens parler, d'essayer de retenir des informations qui puissent me resservir plus tard. En fait, c'est un boulot tout le temps, mais on a des moments comme ceux-là qui te font oublier le fait que t'as passé des heures et des heures à bosser avant. Et je voulais en venir, mais en fait, on vit énormément de belles choses et on montre beaucoup de belles choses, mais il y a beaucoup de travail derrière, en fait. Ces belles choses, elles découlent d'un truc que t'as fait avant. Bien sûr. C'est génial. Ça, c'était avec Uniqlo, Exactement. le match, les échanges de balles. Ouais, c'était avec Uniqlo, en fait. Bah, ça fait longtemps qu'il travaille avec Uniqlo et là, il sortait une collection à ce moment-là. Et on avait été invité pour découvrir la collection et on a eu la chance avec 10 autres créateurs d'être sélectionnés pour pouvoir échanger des balles avec Roger. C'est incroyable. Tu fais des opérations avec Red Bull aussi récemment? Ouais. Donc c'est quoi? Est-ce que tu es un athlète Red Bull ou c'est juste des invitations à certains événements? Alors, non, je suis pas athlète Red Bull. Je suis pas athlète Red Bull. Red Bull, pardon. Je suis pas athlète Red Bull. En fait, il y a un an et demi maintenant, Red Bull a créé une team, on va dire, de créateurs qui pouvaient correspondre à l'image de la marque et qui étaient sportifs au passage.
pour partir sur des événements toute l'année avec eux. L'année dernière, c'était basé sur le trail, sur le running. Donc, ceux qui faisaient partie de la team à ce moment-là avaient participé à une course de l'UTMB, je sais plus laquelle exactement. Et là, c'est devenu un peu plus sérieux cette année, donc c'est en France que c'est parti, hein, c'est Red Bull France qui a lancé ça. Là, on est 16 ou 18 dans la team, si je dis pas de bêtises. Et l'objectif de la team cette année, c'était les Irox, qui est la compétition de sport qui se développe, je pense, le plus en ce moment. On entend de plus en plus parler, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et en gros, si tu veux, on fait partie de cette équipe-là. On est pas rémunéré, mais on a accès à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a des places pour certains Irox, parce que avoir des places sur les Irox, c'est un enfer. C'est un enfer. Tu te connectes, il y a déjà 25 000 personnes devant toi dans la file d'attente, tu sais que tu n'auras pas de billet. Donc pour ceux qui sont en France, du moins, pas à l'étranger. Et on a entraînement avec toute la team une fois par semaine dans une salle à Paris. On a un coach qui a une disposition, un coach qui nous fait nos plans d'entraînement. On a un accès à une salle aussi en plus que on paye pour l'année. Et on part faire des événements aussi de temps en temps. On avait des training camps, comme tu vois là, dans une semaine, je pars avec eux du 17 au 21 m'entraîner à côté de Paris. On a participé aussi au Red Bull 400, qui est une compétition qui avait lieu à Courchevel cette année, qui était extraordinaire. Vraiment dur aussi d'ailleurs, mais c'était très cool. Donc non, en fait, c'est plus un crew créateur qui a un attrait pour le sport, ou du moins pour le dépassement de soi. Tout le monde a un niveau minimum dans l'équipe, mais on peut pas être considéré comme athlète Red Bull, c'est pas le cas. Ok. Parce que tu fais quand même des belles opérations, des belles compétitions Exactement. avec ça. Trop bien. Exactement. Du coup, ça, c'est un contrat. On a signé une clause pour ne pas bosser, en fait, si tu veux, avec d'autres marques de boissons énergétiques sur l'année avec laquelle on a créé Red Bull. Ok, très clair. Très clair. On va passer. Je suis désolé, j'accélère un peu parce que j'ai pas envie que ça coupe. Mais donc ça fait un moment que tu es sur les réseaux. Ça a été un tremplin sur ta vie professionnelle, mais j'imagine que c'est aussi une source de pression parce que, comme tu disais, c'est pas forcément régulier. En tout cas, au début, c'était pas régulier et tu peux aussi prendre beaucoup de retours négatifs, de critiques. Comment tu gères tout ça et quelles leçons tu peux en tirer de ça? Comment tu le vois, toi? Alors, au niveau des retours, critiques ou autres, écoute, au début, ça m'impactait pas mal sur les premières années où je créais, où je postais du contenu sur mon compte. Le fait de voir des commentaires négatifs ou des messages négatifs que tu peux recevoir, plus ou moins violents pour certains, parce que à travers un écran, les gens sont souvent ils laissent parler, je sais pas si c'est leur rage ou autre. Mais c'est des choses sur lesquelles je pense que je me concentrais pas mal parce que quand tu as des retours, tu te concentres vachement plus sur le négatif au début. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, c'est des choses que je gérais mal. Il y a des fois où je n'étais pas sûr de vouloir poster certaines choses. Je pensais plus à merde, qu'est-ce qu'on va me dire à ce moment-là. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que si je continuais à poster ces choses-là, en fait, ça me permettait quand même d'augmenter mon audience et de travailler avec certaines marques. C'est que ce que je faisais, c'était pas nul, quoi. C'était même très bien. Et que si les marques me contactaient, c'était la bonne marche à suivre en fait. Et au fur et à mesure, tu te concentres de plus en plus sur les aspects positifs que ça peut t'apporter, sur les aspects surtout au niveau du travail. Et donc je considère que ce que je crée est bien, parce que je continue à travailler et puis de plus en plus de demande. Et ces commentaires négatifs en fait au fur et à mesure, bon, pour certains, ils sont, on va dire, constructifs, parce que c'est bien expliqué, enfin leur façon de penser ou autre, mais pour la plupart, c'est vraiment juste des commentaires négatifs lâchés comme ça par des personnes qui peuvent être soit pas d'accord, mais qui s'expriment mal, soit frustrées ou je ne sais pas. Donc j'ai aimé ce que je fais, tu vois, c'est comme ça. Mais en fait, on s'y concentre beaucoup moins parce que moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je fais ça, et je passe complètement à côté de moi. Je t'avoue, très peu qui m'impactent maintenant. C'est vraiment devenu un truc logique où je sais que j'ai avoir des retours négatifs, mais en fait, au final, quand je regarde un peu tout ce que j'ai 10 fois plus de positifs que de négatifs, et je me concentre plus sur ces personnes-là à qui le contenu que je fais peut être impactant ou plaît en tout cas. En fait, je me concentre sur ces côtés-là parce que c'est les côtés positifs qui te font avancer. En fait. Les négatifs, si tu penses qu'à ces personnes-là, c'est bon. En général, on n'est jamais critiqué par des gens qui sont plus avancés que soi. Non. C'est toujours des gens qui ont un sentiment de jalousie ou de mal-être qui critiquent. Exactement. Tu fais bien de te concentrer sur le positif, t'as raison, c'est ça qui apporte. Mais franchement, c'était quelque chose de compliqué à faire au début. J'ai mis du temps à capter que c'était pas l'objectif, que la partie sur laquelle je me concentrais, c'était pas la bonne. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis vraiment du temps. Mais une fois que t'as compris le truc, c'est beaucoup plus simple. Il faut faire la diff aussi, je pense. Enfin, après, c'est à toi de parler, mais quand ils sont négatifs, ils attaquent pas toi, ta personne, ils attaquent ce que tu fais. Et c'est deux choses différentes, ça aussi, faut l'intégrer. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment deux. En fait, il y a plein de types de critiques négatives différentes, mais
il y a les attaques sur la personne où là tu te dis bon en fait le mec la meuf, elle a plus un problème, il y a une meuf. Bref, laisse tomber. Et il y a des attaques qui sont plus, on va dire, gratuites sur le contenu. Et tu te dis bon bah, ok, toi, next aussi, mais Ouais. il y a des choses qui peuvent être d'un aspect négatif, mais où les gens s'expriment et font des vraies phrases avec des vrais mots, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et ils donnent leur point de vue derrière. Et ça, en fait, souvent, c'est des débats qui sont plutôt intéressants. Et faut pas Constructif. forcément obligé d'être d'accord avec la façon dont je présente les choses, avec la façon dont je parle et de ce que je montre, bien sûr. Mais il y en a qui ont des façons plus subtiles et dont le dialogue de s'exprimer de ce côté-là. Ouais. Ok. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce que les réseaux ça t'a apporté en termes de visibilité et ce Mhm. que ça pourrait apporter à un athlète qui aimerait développer cette partie-là pour trouver Ouais. des partenaires ou juste pour le plaisir et partager sa passion, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup et beaucoup qui se restreignent ou qui se refusent parce qu'ils ont peur du jugement et où ils se sentent pas légitimes, tu vois, de faire du contenu. Et je pense que c'est un des freins principaux d'ailleurs. Et qu'est-ce que toi, en tant que personne qui est bien avancée là-dessus, pourrais-tu donner comme conseil et quelle vision tu pourras apporter sur ça? Bon, déjà, niveau légitimité, je pense que quand on parle d'un sujet dans lequel, enfin, ou du moins d'une pratique qu'on a tous les jours, on a forcément quelque chose à apporter à quelqu'un. Donc de ce côté-là, peut-être que le contenu va pas plaire à certaines personnes, mais il va forcément intéresser des gens. Donc il y aura forcément une communauté qui va se créer. Côté peur de la critique, il y en aura. Il y en aura forcément. Tu peux pas faire des choses sans, enfin en tout cas des choses publiques comme les réseaux sociaux ou autres, sans être critiqué. Ça marchera pas. Donc après, faut voir d'où qui vient la critique en fait. Soit c'est une critique constructive comme on se disait avant, soit c'est de la critique gratuite et là en fait c'est juste des gens qui vont rien porter à cette personne-là et de toute manière tu peux pas passer à côté. Donc enfin, franchement en fait t'apprends au fur et à mesure à distinguer si c'est vraiment une critique qui va être constructive ou si c'est une critique gratuite. Mais c'est pas les gens qui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas les gens qui critiquent qui vont apporter quelque chose Ouais. à ta vie ou à ce que tu essayes de construire. Donc de toute manière tu peux pas passer à côté. Donc c'est un risque à prendre. Mais pour moi, en tout cas, enfin, à l'heure actuelle, pour n'importe quel sportif qui souhaite en tout cas avoir plus de visibilité pour peut-être attirer une marque ou attirer au-delà d'une marque, par exemple, des centres sportifs pour peut-être avoir des soins à moins cher ou même gratuitement, etc. Et qui sont quand même des frais énormes sur une carrière sportive, tout ce qui va être récupération et autres. Euh, Se construire une communauté de ce côté-là, je pense que c'est vraiment très important parce que ça te permet de quand même accéder à des choses plus facilement parce que tu peux du coup aider les personnes qui te contactent eux à parler de leur business ou à développer leur plateforme ou leur centre et autres. Le fait de pouvoir prendre la parole aussi sur les réseaux sociaux et montrer ce que tu fais, c'est ça aussi, je pense, qui peut aider à avoir plus de contrats, même on va dire quand je dis extra sportif, c'est pas un contrat de sponsoring en tant qu'athlète par exemple, mais par rapport à la communauté que tu peux développer sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je sais que je pense qu'il y a des athlètes qui n'ont pas forcément de sponsors à l'année pour leur performance sportive, mais qui vivent du sport parce que leurs réseaux sociaux leur apportent cette visibilité et ils ont une parole éducative sur, enfin, par exemple, je rebondis sur comme des vidéos que tu fais, par exemple sur des étirements, des gammes autres. En fait, je pense que tout ça, ça peut plaire à beaucoup de gens, beaucoup de marques qui peuvent se dire, ok, bon, en fait, oui, c'est intéressant parce qu'on aime bien la façon dont il parle, ou on peut peut-être mettre, peut-être que ce produit va l'aider, est-ce qu'il voudra bien en parler, puis en retour, enfin, au fur et à mesure, au début, ça va plus être des donations, des choses gratuites, mais en fait, le fait de prendre la parole et de développer son audience te permet d'accéder à des contrats qui seront rémunérés au bout d'un moment. Et, enfin, en tout cas, sur l'heure actuelle, je pense que au moins pouvoir parler de son entraînement, de ton stade d'entraînement, de tout ce qui se passe dans ta préparation et sur les à côté de préparation, nutrition, sommeil et autres, et de Ouais. tes résultats sportifs, c'est un minimum à avoir en tant qu'athlète, en fait, de tenir informé sur les réseaux parce que toutes les marques, tous les agents, tout le monde est sur les réseaux. Et donc c'est une façon de tenir informé tous ces gens-là et puis de pouvoir se créer une communauté aussi parce que ça compte énormément aujourd'hui pour les contrats. Ça c'est sûr. Et ouais. Franchement, moi, j'en suis convaincu. Moi, je gagne plus d'argent avec le sport maintenant, alors que je suis plus sportif de haut niveau. J'ai plus de performance en athlète parce que ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Enfin, je veux dire au niveau, on va dire au niveau compétitif de sport sous licence en vélo, en athlète et autres, bah, je suis personne parce que Ouais. j'ai pas de résultats enfin, spéciaux dernièrement. Mais ce que je peux partager, appeler à des marques, appeler à des agences, et du coup, je gagne ma vie comme ça. Et en fait, je m'auto-sponsorise en sport sans pour autant, là, à l'heure actuelle, avoir fait des performances sur les dernières années. Donc ouais, Et, c'est obligé, c'est une case à avoir.
Et Ouais, quand je parle d'une audience, c'est pas forcément avoir 200 000 abonnés, hein. Ça peut commencer beaucoup plus tôt. T'as 4, 5, bien 6 000 sûr. abonnés, tu parles bien, tu présentes bien, ton contenu il est qualitatif. Il n'y a pas de, il y a pas de minimum à avoir. Je te rejoins complètement et il y a des gens, parce que j'ai déjà entendu dire, des gens très performants en termes Mhm. enfin, en athlète ou autre, qui ont pas du tout de communauté et, Mhm. euh, et tu sais enfin, qui se morfondent, qui ragent un peu en disant moi j'ai pas besoin de pub, etc. Et pourtant ils ont pas de sponsor, Mhm. euh, alors que effectivement c'est peut-être entre guillemets injuste parce que t'es pas rémunéré ou récompensé Bien pour sûr. ta performance, pour ton travail sportif, Mhm. mais c'est pour des choses qui sont à côté. Mais voilà, faut vivre avec le moment et on est dans une ère des réseaux sociaux et puis il y a les Totalement. marques qui veulent et les sponsors, c'est une visibilité parce qu'il faut aussi un retour sur investissement. Totalement. Et puis ça, faut l'accepter et puis faut faire avec, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que faut voir le truc du côté où si tu veux qu'une marque t'aide, qu'une marque te donne de l'argent, faut que en fait toi tu puisses apporter quelque chose à la marque. Mm. Si je veux dire si tu peux faire des performances, tu vas sur certains meetings mais t'en fais pas tant, personne n'est au courant de tes performances, la marque a aucun intérêt même si tu es très bon à te filer du matos ou à te filer de l'argent parce qu'elle a pas d'exposition. Surtout si c'est Mm. des meetings qui sont pas télévisés et autres, il y a aucun intérêt pour la marque en fait. Donc si tu as au moins une plateforme sur laquelle tu peux montrer tes compétitions, tes entraînements, tes performances sportives, ton avis sur des choses, c'est à partir de ce moment-là où tu peux peut-être apporter quelque chose à une marque. Je dis peut-être parce que ça va pas forcément être le cas. Mais je pense que c'est une porte que tu peux ouvrir pour avoir espoir d'avoir une collaboration, même si c'est en one shot, ou alors quelque chose sur un peu plus long terme avec une aide d'une marque, une aide financière, une aide au niveau matériel. Mais si tu veux dire dans la façon de performer ou de t'exprimer, tu n'apportes rien ou tu ne peux pas apporter quelque chose à une marque, la marque n'en viendra jamais vers toi. Soit Mm. bon ou pas. Impossible. Totalement. Je suis Surtout, complètement surtout d'accord. maintenant. Enfin, surtout, je trouve, sur les 3-4 dernières années où ça s'est quand même dirigé vachement sur l'exposition médiatique, même si l'athlète maintenant est quand même vachement plus diffusé qu'avant, je trouve. Il y a beaucoup Mm. plus de moyens maintenant, il y a beaucoup plus de sponsors qui s'y intéressent, mais encore, faut faire des efforts pour pouvoir une valeur ajoutée à la marque ou du moins à une partie de la marque, quoi. Ah ouais, c'est complètement ça. Toi, tu partages, enfin, je crois pas, mais tu partages tes phases de préparation sous forme long format un petit peu, genre Non, YouTube, c'est un non, je projet. partage pas. Ouais. C'est pas en projet, Ok. c'est dans ma tête depuis longtemps. J'adorerais le faire. Sauf que le fait de pouvoir partager sous format long, enfin, du moins de la manière dont j'aimerais le faire, ça me nécessiterait d'avoir quelqu'un avec moi quasi tout le temps, Mm. donc de payer cette personne. J'ai pas forcément les moyens pour payer quelqu'un tout le temps là à l'heure actuelle, ou alors il faudrait que je fasse des épisodes moins réguliers où je pars sur des week-ends d'entraînement ou des week-ends de compétition où là je pourrais peut-être avoir quelqu'un qui me suit. Mais en fait c'est un autre travail. Moi c'est pas ce que je partage sur mes réseaux pour le moment, c'est une autre plateforme, par exemple sur YouTube. Ça prend énormément de temps aussi, et pour le moment, j'ai pas forcément le temps de me mettre à 100% là-dessus. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien pouvoir le faire de temps en temps, au moins, parce que je trouve que ça permet d'apporter encore autre chose, le fait de pouvoir montrer des phases plus longues, en fait, parce que de tout ce que tu fais dans ta journée, t'as le temps Ouais. d'aborder vachement plus de sujets, de montrer plus de choses, et c'est encore plus intéressant, mais moi, à l'heure actuelle, je pense que j'ai pas le temps, et en tout cas, j'ai pas encore les moyens financiers de pouvoir le montrer comme j'aimerais le montrer. J'aimerais vraiment Ok. avoir un truc où on me suit régulièrement et pas juste 3 jours dans le mois, tu vois. J'aimerais vraiment avoir une continuité là-dedans. Et actuellement, je peux pas. Mais si un jour je peux et si un jour j'ai le temps, je sauterai sur l'occasion, c'est sûr. C'est chouette comme 100%. format. C'est vraiment Bah ouais, moi j'adore. Je immersif. regarde plein de trucs sur YouTube de plein d'athlètes. J'adorerais pouvoir faire ça, exprimer tout ça, mais pas pour le moment. Ouais. Peut-être un jour. Je fais une petite parenthèse parce que ça vient de me pop-up en tête. T'as déjà fait un triathlon? J'en ai fait un cette année. Ouais. Ça s'est passé comment? Très bien. Ça s'est très bien passé. C'était un format découverte, donc c'est le format S, quoi. Ok. Format S, j'en ai fait un. C'était à Deauville. Ça s'est très bien passé. J'ai appréhendé vachement la natation parce que ça faisait longtemps que j'avais pas nagé en mer et tout. Et puis au final, du coup, il y avait plusieurs phases de départ. T'avais un mass start au début, donc tout le monde part comme des oufs dans l'eau. Et après, c'était un rolling start où t'avais juste les mêmes personnes qui partaient toutes les 15 secondes, ou je sais plus. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, en natation, je pense que j'avais pas le niveau. Et puis j'ai appréhendé du truc. Je me suis dit, je sais pas.
Mais je me suis dit, je veux quand même faire la course. Donc, je me suis mis dans le Mastart, mais je me suis mis derrière le Mastart. Je me suis dit, vas-y, comme ça, je pars pas trop vite parce que j'avais flemme de sprinter, d'arriver essoufflé dans l'eau. Mais au final, ça s'est très bien passé. Je sors de l'eau, je sais plus, 58e ou 60e. Et je pensais que j'étais beaucoup plus loin que ça parce que quand je levais la tête, je voyais que des pieds, que des bras. Je me suis dit, c'est pas grave. Et j'ai pris mon temps dans les transitions et tout. Et puis sur le vélo, je suis parti et je me suis dit, vas-y, parce que c'est ma discipline maintenant, en tout cas à l'heure actuelle. Vas-y, c'est parti, j'envoie. Et le vélo, c'est super bien passé. Je crois que j'avais 700 mètres de natation, si je dis pas de bêtises. 23 km à vélo et 5 à pied. Et puis sur les 23 km de vélo, au final, j'ai remonté pas mal de personnes, mais je t'avoue, je savais pas du tout où j'étais. Je pose mon vélo, n'importe comment, je t'avoue, je descends mon vélo, j'ai ma chaussure qui se barre, pas du tout pro, le mec. Et du coup, je pose mon vélo et je pars à pied. Et puis là, j'ai des potes sur le côté, ils me disent, je sais plus, ils me disent 8. Ouais, 8. Ouais, 8. Qu'est-ce qu'il y a 8? Moi, je comprends pas. Et franchement, je comprends pas jusqu'à la ligne. Je double 2 personnes. 2 personnes dans le run. Je crois que je finis 7 ou 6 de la course, mais je finis 5 autant. Donc je finis 5e. Et en fait, j'ai réalisé qu'à la ligne, en voyant le panneau, je me suis dit, putain, mais en fait, j'étais bien de ouf. Mais en fait, c'est le vélo qui m'a remis dedans, parce qu'en course à pied, j'ai pas été supérieur aux autres. Mais c'est vraiment le vélo qui m'a permis de remonter. Mais je n'avais aucune idée d'être à cette place-là. Moi, j'ai vraiment fait, je me suis dit, de toute façon, après la natte, c'est flingué, mais En fait, non. très bonne expérience, par contre, hein, j'ai adoré. Tu m'étonnes. Tu vas en faire d'autres? C'est un sport que t'as kiffé? Ouais, c'est un sport que j'ai kiffé. Si j'ai une occasion, on va dire, plutôt professionnelle dessus, avec grand plaisir, franchement. Parce que j'ai adoré ça et j'ai adoré toute la prépa, partir en natte, faire tous les trucs et tout enchaîner dans la journée. Enfin, c'est génial. Ça prend un temps monstre, mais c'est génial. Ouais. Mais là, comme ça, pour le plaisir, pour moi tout seul, enfin, en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Je verrai bien. Là, Ok. entre les Aerox et la reprise de l'athlé, machin, et tout ça prend Ouais, pas mal ouais, de y a temps. beaucoup. Donc, malheureusement, je peux pas tout faire. Si je pouvais tout faire, je le ferais, mais faudrait que j'ai les moyens de plus bosser, ce qui est pas le cas. Mais non, on va dire, là, je finis ma saison d'Aerox. Je vois si je la reprends pas l'année prochaine. Il y a des chances que je suis. Et puis, je vois comment la fête se passe. Et puis il y aura la place à plein d'autres projets, mais parce que j'ai pu me restreindre, on va dire. Maintenant, j'ai pas. Même s'il y a des moments où je sais que si jamais ça se passe bien, il faudra que je sois focus sur des périodes. Mais je prends du plaisir à faire plein de sport. Donc ça m'impacte pas dans ma préparation d'objectifs, je ferai plein de choses. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu es d'accord que c'est chaud de nager en tant qu'athlète parce que nos jambes, elles coulent en fait? C'est traître, mais c'est le cas. Enfin, du moins pour les personnes qui font du sprint, du lancer ou du décathlon, tu vois. Pour les coureurs de fond, c'est beaucoup moins impactant. Mais ouais, en fait, moi, tu me demandes de faire l'étoile, pas de cool. Hein. Tu coules aussi? Ah, les jambes, c'est impossible. des jambes trop lourdes, ça part comme ça, tu te retrouves comme un piqué. Et c'est là que la combi de natation, c'est génial parce que tu flottes. Ah bah oui, forcément. Ah bah, j'ai Je sorti me suis mis à nager. Je me suis dit, putain, d'un coup, je nage bien. Incroyable. Fou. Ah, faut pas Ah non, penser ça à demande un effort, les jambes, ça fait quoi? Je me suis mis à nager il y a 3 semaines parce que j'ai fini la saison avec une petite douleur au pied, suspicion de petites fractures de fatigue, tu vois, à l'os naviculaire. Du coup, genre, je me presse pas pour reprendre les chocs et la zéro course. impact. C'est ça. Donc là, je me tuais à la natation et je savais pas du tout nager. Genre, vraiment, je faisais 50 mètres, j'étais rôti, tu vois. Soufflé. Ouais. Essoufflé. Et là, je suis hyper content parce que là, hier, tu vois, j'ai fait 2 kilomètres avant-hier. Et du coup, en 3 semaines, j'ai vachement progressé. Et genre, avant, je faisais 250 mètres, je m'arrêtais, je prenais 30 secondes de pause et je repartais. Et là, je fais 1 kilomètre, 1 kilomètre, donc je suis content. Mais j'ai toujours le même problème, c'est que mes jambes, mon talon, il est jamais au-dessus de l'eau. C'est tout le temps à l'intérieur. Et à la fin, je crampais des orteils, etc. Parce que je pense que ça demande plus d'effort de rester, de rester dans l'eau. C'est ça, c'est le fait de battre. Dès que tu bats trop des jambes, mollet orteil. C'est ça. Moi, c'était ça aussi. Ouais, c'est Mais ça. en vrai, c'est juste la densité musculaire au niveau des jambes, parce que les nageurs, ils ont pas d'aussi grosses jambes que les athlètes. Et vraiment, la densité musculaire, ça fait au lieu d'être comme ça, tu compenses tout avec les jambes, et là, c'est là que tu crampes, quoi. Mais c'est stylé en vrai. Mais je ferais pas de la natation comme sport. Parce que avoir la tête au H24, c'est ouf. Ouais, je pense que c'est dur. C'est chaud. Respect à ceux qui font ça tout le temps, mais moi, ça aurait pas été mon dada non plus. Ouais. C'est le truc cool avec le DK, au moins, tu fais jamais la même chose dans un span. Ouais, c'est ça. Triathlon, ça doit être marrant aussi. Franchement, en tout cas, les peu de temps que j'ai passé en tant que triathlète, parce que du coup, j'ai eu un mois de préparation, très cool. J'ai kiffé. Trop cool. C'est un peu addictif comme truc, tu vois, je pense. Ouais. Tu passes ta journée à faire du foncier. Ouais, c'est ça. On se casse ça. Quand t'as le temps, c'est cool, mais sinon. Je suis un mec là qui fait que ça. Il se prépare pour les championnats du monde. Et là, l'autre jour en story, il mettait séance du matin. Il est allé courir 14 bornes. Séance du matin toujours, il a nagé 4,5 km. Et séance du midi, il est reparti courir 10 bornes. Et séance du soir, il a fait une sortie de vélo de, je sais plus, un truc de ouf. Un truc du genre 80 bornes ou 100 bornes, tu vois. C'est tout dans la même journée, j'étais là, mais le mec,
Juste Une sorte imagine de le nombre de calories brûlées. Et les repas, ils doivent être bien épais. Tu fais un coma après, tu dors, tu te réveilles pas, quoi. Ah, c'est ça, hein. C'est ouf. Déjà, moi, quand je fais ma sortie longue le dimanche à vélo et tout, je fais 3h30, 4h là, je mange toute l'après-midi, hein. KO, je mange toute l'après-midi. Genre vraiment, je mange un truc, je me dis, ah, c'est bon, je suis calé, 1 heure après, faut que je mange. T'as la dalle. La J'ai logique. la dalle. Dalle, dalle, dalle. Je sais pas comment ils font, hein. 4 entraînements à la journée, mec. C'est chaud, hein? Très chaud. C'est chaud. Bon, la petite parenthèse, ok. Pour revenir sur la partie création, Mhm. et conseils aux gens qui nous écoutent, euh, quels sont les outils que tu utilises le plus, toi, pour faire ta planification, tes montages, etc. Et lesquels sont le plus faciles à prendre en main pour ceux qui veulent débuter? Ok. Bah écoute, moi pour ma création, franchement, mon téléphone, hein. J'ai une petite caméra, mais je m'en sers pas tout le temps, ça dépend des projets. Mon téléphone, parce que je l'ai tout le temps avec moi. Vu que j'aime bien créer un peu j'aime pas tout prévoir, j'aime bien créer aussi un peu sur le moment. C'est le plus simple. Donc mon téléphone, et dedans, bah, j'ai plusieurs applis. Pour le montage vidéo, écoute, avant j'utilisais une appli qui s'appelait InShot. Mhm. Maintenant j'utilise CapCut, la version payante, parce que bah, tu as accès à beaucoup plus de choses, tu peux retoucher les couleurs, etc. Mais j'utilise ça globalement. Je prends exprès un gros, en tout cas là c'est un iPhone Max, je prends un grand écran possible parce que sinon pour faire le montage c'est pas cool. Mais moi je me sers de mon téléphone pour filmer les 3 quarts du temps. J'utilise ces applis là pour faire mes montages vidéo. Pour tout ce qui est photo, correction des ombres, des lumières, machin, j'utilise Lightroom, version payante aussi. C'est pas des abonnements qui sont très chers contrairement à sur l'ordi, ça va être Ok. si ça va être 10 euros par mois, quelque chose comme ça. Contrairement aux grosses suites Adobe et autres sur ordi. En Ouais. tout cas, moi, j'ai pas cette intérêt-là pour le moment, parce que je sais pas me servir de tout ça. Mais ouais, je me sers vraiment, on va dire, CapCut, InShot et Lightroom sur mon téléphone pour créer. C'est ce que j'utilise le plus. Ok. Ouais. La majorité, je pense, des Ouais, c'est ça. créateurs. Et puis, niveau planification, en soi, en fait, les seules planifications que j'ai, c'est les planifications de contrats. Je planifie beaucoup, Ok. quand j'ai mes contrats, parce que du coup, je dois rendre quand même une version écrite à la marque pour savoir si ça leur plaît déjà le projet, savoir si en tout cas j'ai bien répondu au brief quand il y en a un et savoir si ce que je propose correspond à la marque quand il y a un brief libre. Donc ça c'est vraiment à l'écrit, hein, c'est des notes, je prends des notes, je vois ce que j'ai envie de faire et autres. Tu peux joindre des exemples de vidéos que tu as déjà faites ou de vidéos d'autres personnes, hein, parce qu'on a des gens qui font des trucs bien, faut pas hésiter à s'en servir. Donc de ce côté planification j'ai ça, donc franchement en soi ma planif elle se passe sur Google Agenda. Je sais ce que j'ai à faire telle ou telle journée, mais sinon pas plus que ça. Je mets une petite note et la veille, quelquefois le soir, je me couche, je me dis ah, tiens, je ferais bien ça demain quand c'est pas des choses rémunérées ou sous contrat. J'ai des idées de temps en temps. Je me note ça sur note et puis je fais une petite to-do pour le lendemain. Mais je planifie pas trop les contenus que je dois tourner de mon côté, les contenus on va dire vraiment organiques qui sont pas des contrats et des contenus rémunérés, enfin ou du moins collaboration commerciale sur mon compte. C'est pas trop programmé. Je le fais sur le coup. D'accord. C'est Je au programme feeling. vraiment le boulot quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ça reste comme ça du contenu, enfin au feeling et en Plus fonction de ton naturel, ouais, je mood, pense. plus naturel. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, hyper clair. Euh, euh, Est-ce que on a balayé plein de sujets, c'est trop bien. Euh, En une phrase, comment tu te définis aujourd'hui? Toi, Valentin, comment tu te définis Waouh. aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Comment je me définis en une phrase? Ben, c'est compliqué ce que tu me demandes. Mais c'est bien, ça fait réfléchir. Je dirais opportuniste et compétiteur. Je pense Ok, que c'est plus comme ça que je me définirais, en tout cas sur les dernières années. Quand je vois que j'ai quelque chose qui peut me m'être utile ou qui peut me faire avancer dans mes projets ou du moins dans ma vie, je tergiverse beaucoup moins. Je me dis vas-y j'y vais. Et quand je suis dans un projet ou sur un projet sportif ou professionnel, je me donne à fond. J'aime bien arriver aux meilleurs résultats possibles, donc c'est le côté compétition. Mais je me définirais plus comme ça, hein. Opportuniste et compétiteur. ok. Opportuniste dans le C'est- bon sens du terme, quoi. Quand je Bien l'entends sûr, comme bien ça. sûr. J'avais bien compris, ouais. Et hyper clair. Et ça te définit bien, en tout cas de l'extérieur. Ok. J'ai une dernière question et après on va passer enfin, je sais pas si tu as écouté d'ailleurs les podcasts précédents que j'ai fait, mais à la fin j'aime bien. Et j'ai 4-5 questions où il faut répondre Tac, tac. ouais, du tac au tac. Tu as le droit de réfléchir un peu évidemment, mais
Allez. Mais voilà, c'est des questions qui doivent te venir naturellement. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu partages un conseil à ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer sur les réseaux, du coup. Euh, on a un peu balayé tout à l'heure les différents bienfaits que ça peut leur apporter dans leur carrière sportive. Mais Ouais. toi, quel message tu peux leur transmettre pour ceux qui veulent pas, qui hésitent et qui sont prêts à manger des pâtes toute leur carrière de sportif parce que ils ont pas de partenaire. Mhm. Quel message tu peux transmettre? Alors en soi, au niveau de la création en tout cas, je pense qu'il faut pas se forcer à créer ce que tu peux voir qui marche chez les autres personnes. Tu peux t'en inspirer, mais d'abord il faut d'abord parler d'un sujet ou en tout cas montrer un sujet qui te passionne ou un sujet dans lequel tu te sens déjà plutôt légitime, dans lequel un sujet auquel tu t'intéresses, et parce que c'est dans ces domaines-là que tu vas pouvoir vraiment apporter quelque chose à quelqu'un et même à plusieurs personnes, et c'est quand tu apportes des choses que les gens te suivent. Donc déjà, pas faire comme les autres, faire ce que toi, enfin la personne que t'es en fait, ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre parce que c'est pas comme ça que ça marche maintenant. Ça a marché comme ça à une époque, mais plus maintenant, faut montrer qui tu es, faut oser enfin, être la personne devant la caméra, faut que ce soit la même que hors les caméras. Donc ouais non, faut parler de quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'intéresse, sur lequel tu peux renseigner les gens. Ça c'est la première chose, je pense. Et un autre conseil, bah déjà en vrai franchement, si ça peut apporter quelque chose, ça sera jamais négatif de toute manière. Et si s'ils essayent pas, ils pourront jamais savoir. Il faut juste se lancer. De toute manière, quand tu penses à quelque chose, si tu attends le moment, comme on dit, t'attends le moment parfait pour y aller, il n'aura jamais de toute manière. Tu vas pas te lancer ou tu vas te lancer trop tard. Il y a un moment où il faut commencer. Et quand tu commences, tu fais des erreurs, tu fais des trucs bien ou moins bien, et c'est comme ça que tu progresses. Donc y a pas de solution en fait pour essayer de créer une communauté ou attirer des gens ou attirer des sponsors. Faut commencer à faire quelque chose. Il y a pas le choix. Commencer par quelque part. Ouais, exactement. Un pas Ah, après l'autre. Ça va plus vite que d'attendre de faire des bandes enjambées, tu c'est ça. Et même si il faut faire un pas en arrière pour corriger certaines erreurs, vois. Ouais, il y en aura forcément. faut Il y en aura continuer. forcément des bandes arrêt. Cool. Ok, merci pour ça. Allez, on passe à la fin. La première question. Alors, je t'en ai rajouté un. Un livre, un film ou un compte Instagram qui t'a marqué. Un livre, un film ou un compte Instagram qui m'a marqué. Alors, ouah, j'ai un compte Instagram qui s'appelle, putain, je vais pas l'avoir. C'est un mec, c'est un Australien qui, en fait, il diffuse tous ses entraînements et tous ses défis sportifs. Donc, c'est un mec, en gros, qui traverse des pays. Et tu vois toute son équipe qui le suit par tous les états dans lesquels il passe, parce qu'il court, je sais plus, 100 km par jour quasiment quand on fait ses défis. What? Et tu vois, en fait, tous les états d'esprit, dans les états physiques et psychiques dans lesquels il passe, des moments What? de hype et des moments complètement de down. Mais il continue, enfin, il avance toujours tous les jours et tant qu'il est pas à son objectif, il continue. Et ce mec-là, je vais essayer de te retrouver le nom, parce que là, d'habitude, je l'ai tout le temps. Là, comme par hasard, je l'ai pas. Mais ce mec-là, je suis vraiment resté des heures et des heures sur son compte et je me suis dit, en fait, c'est un grand malade. Alors, mentalement, le mec est au-dessus de tout le monde. Il s'appelle, ah, putain, je vais pas le trouver. Je vais faire une petite recherche vite fait dans ce que j'ai liké, parce que c'est sûr qu'il est pas loin. 100%. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est Et je pense cool que les ça peut mecs comme intéresser ça. pas mal de personnes. Tu connais Mathieu Blanchard? Ouais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aux Étoiles du Sport l'hiver dernier. Très cool. C'est J'ai son livre, mais j'ai pas encore lu. Ah ouais. Et tu connais Louri Lag? Non. Non? Ils sont potes tous les deux. Ok. Et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Louri quand il n'était pas encore très connu. D'accord. Aujourd'hui il est assez connu, c'est un aventurier. Donc c'est un peu pareil, il Ok. se fait des défis qui ont du sens. Ouais. Et l'an dernier il a fait le marathon des sables par exemple, mais il a voulu le faire pieds nus. Ouais. D'accord. Il a pas été au bout. Il a pas Bah, été au attends, bout. pieds nus. Il a été arrêté par les médecins parce qu'il avait des pieds brûlés. Mais voilà, il fait Putain. plein de défis comme ça, hyper inspirants et c'est un ouf. Il m'a raconté, euh, il m'a raconté, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais que par exemple à une expédition, je sais plus si c'était en Alaska ou en Antarctique, enfin bref, un endroit où il faisait froid. À un moment donné, il a eu une perte de lucidité. Il Ok. a ouvert sa combinaison parce qu'il avait chaud. En fait, sa transpiration a gelé. Et donc, il s'est retrouvé à finir. Il lui restait 7 jours, je crois. Enfin, il lui restait une Ok. semaine. Et avec de la transpiration gelée sur son corps, quoi. Et franchement, les mecs, enfin, les gars qui s'embarquent dans ce genre de défi, mais mentalement, c'est des monstres.
C'est des monstres, ouais. C'est des monstres. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait, au-delà de la motivation et tout, il faut qu'il y ait une vraie raison de vouloir continuer, je pense. Parce que Ouais, tu c'est passes ça. par des états de tout leur physique et mental qui sont. Quand t'as tous les mecs qui parlent, enfin, en tout cas dans l'ultra, qui passent par des phases enfin, d'hallucination et autres, Ouais. et, les mecs se mettent vraiment dans un état. Toi, t'es là, t'es sur ton vélo ou t'es en train de courir, tu souffres comme jamais. Les hallucinations, je les ai pas vues, moi. C'est-à-dire, les mecs qui passent ce stade-là de fatigue et autres, C'est fou, hein. et j'ai retrouvé le compte. Il s'appelle William Budge, comme Ok. ça. Je le Si tu veux mettrai mettre dans la ou description. pas, voilà. Tac. Comme ça, tu vois. Ouais, ok. Tu pourras checker. Mais très sympa. Mais ces formats sur YouTube, moi, je trouve plus intéressant que ce qu'il fait sur Insta. Cool. Ok. Deuxième question. Un athlète du coup, un athlète ou un influenceur, ouais, tu vas me redonner le même, que tu admires. Non, je vais changer. On va changer, Ah c'est oui. quand même mieux. Que j'admire, en vrai, je vais aller dans ma discipline. Je vais aller dans ma discipline. Je vais aller dans mes disciplines. On va dire sur un athlète enfin, que j'ai toujours admiré quand j'étais plus jeune et que j'admire toujours, hein, Kevin Mayer. Je trouve que c'est quelqu'un qui a apporté un regard différent dans l'entraînement, parce qu'il s'entraînait complètement différemment de d'autres personnes, qui a eu des performances extraordinaires, hein, qui a toujours le record du monde. Et dernièrement, je trouve sa résilience, parce que le mec, ça fait 3 ans qu'il a peut-être pas fini des CAF, s'il en a fini avant les Jeux, mais il s'est reblessé. Mais de résultats majeurs après avoir fait son record du monde, c'est pas là. Et il continue toujours à s'entraîner. Je pense qu'au-delà de ça, il y a une vraie passion, le mec. Il y a une vraie passion derrière tout, et j'admire ça. J'admire ça. D'ailleurs, on va passer sur le vélo. Un gars que j'admire, c'est Van Der Poel, Michael Van Der Poel. C'est une bête, le mec il est partout. Enfin, la facilité qu'il a à passer au-delà de ses limites, je trouve ça exceptionnel quand je regarde toutes les vidéos d'entraînement, les interviews qu'il peut avoir de ses coachs et autres. On va dire l'état d'esprit et la façon qu'il a d'être compétitif et de voir la compétition, de dépasser ses limites pour aller réaliser ses objectifs. Je trouve ça juste exceptionnel. Ouais, j'avoue, c'est fort. Mm. C'est une bête, c'est ça. Une bête, ça monstre. Une fois qu'il est lancé, quand c'est sa journée, C'est ouf. inarrêtable. Trop bien. Ok. Parmi les conseils que tu as donnés tout à l'heure, si tu peux en choisir qu'un, en 2 mots, euh, un peu en mode phrase de motivation, tu vois. Pour arriver à quelque chose, faut se lancer. Ok, Étape par étape. Faut pas brûler l'étape. Pas après pas. Mais il faut commencer quelque part. Et trop en bien. vrai, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer ou pas. Je suis d'accord. Ouais, cool. Bon, on arrive à la fin, Valentin. Très bien. Où est-ce que on peut te suivre sur les réseaux? Alors, du coup, Ouais, tu as Instagram, donc je absolument. le mettrai, c'est Val Charles. Ouais. Tu as 2 comptes Instagram d'ailleurs, Ouais, sportifs. j'ai mon compte pro où je mets tous les aspects de ma création, Val Charles, hein, VA2L et puis Charles, bah, comme une famille. Et j'ai un compte qui s'appelle Val Sports Life où je mets bah, quasiment tout mon contenu sportif. J'en mets beaucoup sur mon compte, sur mon gros compte maintenant. Mais je l'avais créé à un moment où je mettais pas de sport sur mon compte, sur mon gros compte, et je mettais tous mes résultats et toutes mes préparations sportives dessus. Donc je continue à alimenter beaucoup aussi. Mais c'est un compte vraiment uniquement sport. Ok. Donc vous pouvez me suivre là-dessus. Et si j'ai un TikTok aussi, Valchar, pareil. T'as un TikTok aussi, Val Charles. Ouais, c'est mes deux grosses plateformes. Pas de chaîne YouTube encore. Il y en a une, mais il y a rien. C'est inactif pour Ok. le moment. Cassez pas la tête à aller me suivre là-dessus pour le moment. S'il y a un truc qui doit sortir un jour, ce sera prêt. Ce sera mis sur Ok. Insta, ce sera prévenu. Et alors, niveau professionnel, t'as une adresse mail ou une agence à contacter? Ouais, c'est l'agence qui me suit s'appelle Gisèle Paris. Et mon adresse mail, c'est valentin, du coup, @gisèle-paris.fr. Ok, je mettrai tout ça en description de toute façon si, Carré. Merci beaucoup. si jamais ça peut. Bah, aider S'il y a pour que des ce soit. gens qui ont des questions ou Bien sûr, des carrément. opportunités qui peuvent Moi, j'y réponds arriver. avec plaisir, si y a des questions. Tout ce qui est constructif, en tout cas. Trop bien. Est-ce que tu peux me donner une suggestion, Valentin, de quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast? Alors du coup, de base, je recevais que des athlètes, on va dire, actifs. Ouais, Mais là, aujourd'hui, je fais un épisode un peu spécial avec toi où on parle plus d'influence. ouais. Voilà, n'importe qui, ça peut être dans l'athlé, ça peut être ailleurs.
Moi, mais quelqu'un qui a une histoire à raconter et qui peut avoir un impact. j'espère qu'il n'est pas passé dessus. Si je l'ai passé, je l'ai loupé. Mais Axel Hubert, il a pas mal de choses à raconter après sa carrière. Il est passé par beaucoup d'étapes. Je sais qu'il avait les mêmes problèmes de ventre que moi, et intestin irritable, etc. Il est passé par beaucoup de phases de tests, que ce soit sportif, nutritionnel et autres. Même au niveau du taf, il a changé pas mal de choses, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il peut vraiment apporter un truc. Je pense que ça peut être très intéressant d'entendre sur pas mal de questions, qui raconte un peu son après-carrière et ce qu'il fait maintenant. Je pense que ça peut être cool. Ok, ça marche. Je te remercie, Valentin, Je pour te ton temps, remercie. pour avoir partagé C'était tout très cool. ça. Bah ouais, de ouf. J'ai pris beaucoup de plaisir De même. et puis, je te souhaite tous mes vœux de réussite pour tous tes projets, que ce soit ta Partagé. préparation de l'Aerox et ton retour sur la piste surtout. Et j'espère qu'on se croisera sur un DK. Si on se croise sur un DK, c'est que tout va bien. Mais grave, ah, Pour nous deux, d'ailleurs. j'ai hâte. Pour nous deux, ouais, j'ai hâte. Bah ouais. Y a pas Voilà, de raison. l'été Moi, prochain, j'espère. après la saison universitaire, je serai en France Tu seras en et je France. serai Bah, j'espère prêt. que je serai sur le stade. Ah, j'espère, ce serait trop bien. Trop cool, Après j'ai un trop bail. hâte. Mais de fou. 5 ans après. Merci aux auditeurs qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Si, si vous avez envie de commenter, d'apporter votre pierre à l'édifice sur cet épisode, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez contacter Valentin, il y répondra à vos demandes avec plaisir, comme il a mentionné. N'hésitez pas à partager l'épisode, ça aide à faire connaître mon travail. Vous pouvez écouter sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et puis voilà, que dire d'autre? Abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez des questions. Et Valentin, je te remercie encore une fois et je te Merci souhaite à une toi. bonne Très soirée. intéressant. Hâte de voir les suivants. Trop cool. À plus tard, Val. Allez, salut. Ciao. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode de Hors Normes jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cette émission autour de vous. Que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ou autre, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et à partager toutes ces expériences d'athlète. Si vous avez des idées d'invités, des questions ou simplement envie de réagir, je vous invite à laisser un commentaire sous l'épisode. Je suis Pierre Douat. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes sociales sous le nom de Pierre Douat ou Pierre Odeka. Abonnez-vous et à très vite pour un prochain épisode.